Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour la deuxième matinée de notre conférence organisée avec Luxembourg for Finance, la conférence sur le monde de 2022, le monde après 2022. Nous avons commencé à travailler hier matin et nous continuons ce matin de 10h à midi avec plusieurs tables rondes et deux sujets principaux qui vont être traités. Le premier, l'impact de la crise en Ukraine sur la réflexion que nous devons avoir sur tout ce qui concerne le climat, l'environnement, le changement climatique. Et puis deuxième sujet, les conséquences évidemment considérables que cette crise va avoir sur tous les sujets liés au marché financier. Marché financier et les équilibres géostratégiques dans le monde avec le poids de la Chine, la relation de la Chine avec le reste du monde, la Russie bien sûr, les États-Unis, tout ça est remis en question. Et nous allons en parler. Je reçois tout de suite mon premier intervenant, mon premier invité, celui avec lequel nous organisons cette conférence, Nicolas Makel, le patron de Luxembourg for Finance. Nicolas Makel, bonjour. Bonjour. Rappelez-nous en un mot, pour ceux qui n'étaient pas là hier, par exemple, ce qu'est Luxembourg for Finance. Vous êtes le CEO de cette organisation qui a pour vocation de contribuer au développement de la place financière luxembourgeoise, aussi simple que ça. Une des grandes places en Europe, à côté de Paris, Francfort, évidemment. Et donc, vous travaillez à la réflexion sur tous ces sujets, et on va y travailler ensemble. Aujourd'hui, on a deux thèmes principaux, je le disais il y a un instant. Tout ce qui tourne autour du climat, l'environnement, et ce qui a trait aux équilibres géostratégiques et aux conséquences financières qui peuvent venir de cette crise en Ukraine. Climat d'abord. Alors, le climat, évidemment que tant le climat que le sujet de la Chine étaient des sujets, c'est pour ça qu'on les a mis sur le programme, qui étaient centraux déjà pour nos économies, pour la finance, avant la crise, avant la guerre en Ukraine. Ouais. Et maintenant, évidemment, elles prennent une toute autre tournure. Il faut regarder, quand on avait envisagé ce programme, on voulait regarder la transition énergétique et comment la financer, quel est le rôle du secteur financier et comment est-ce que le secteur financier peut contribuer à accélérer cette transition. Aujourd'hui, évidemment, avec la crise énergétique déclenchée par la guerre ou exacerbée par la guerre, la question se pose dans une lumière tout à fait différente. Sur la Chine, comme vous l'avez dit, elle était déjà importante avant. Avec la guerre en Ukraine, il se pose une question sur le mouvement de la tectonique géopolitique. En fait, il faut regarder quel pourrait être l'impact de cette guerre selon le positionnement de la Chine. Est-ce que la Chine va rejoindre le camp de la paix ou rester proche du camp, disons, de la guerre, de la Russie? Ça va être une question absolument fondamentale qui va avoir des conséquences, disiez-vous, sur les marchés financiers. Absolument, mais aussi, il faut regarder quels sont les facteurs économiques qui peuvent influer sur le positionnement de la Chine. Et je crois que c'est ça que les experts qui vont intervenir tout à l'heure vont mettre en lumière pour nous et expliquer. Donc, ça sera très intéressant. Ce sera très intéressant. Alors tout de suite, je vais passer la parole à Rémi Godot, le rédacteur en chef de l'Opinion, qui reçoit le premier intervenant qui va nous donner sa première keynote. Merci Nicolas Makel et merci Nicolas Bétou. Donc, je suis ravi de vous retrouver pour ce second jour de webinaire. Nous allons parler, comme l'a dit Nicolas, nous allons parler du climat. Alors c'est sûr que la guerre en Europe a éclipsé pour un temps la bataille contre le réchauffement climatique, mais au fond on voit bien que tout est lié parce que ce que nous dit cette guerre et ce que nous dit notre bataille contre le réchauffement, c'est notre vulnérabilité à nos besoins en énergie fossile. Pour discuter de ce débat et pour l'élargir avant la table ronde, je suis ravi de recevoir Bertrand Badré. Bonjour Bertrand. Bonjour. Alors Bertrand Badré, pendant 20 ans, vous avez exercé de hautes fonctions dans la finance, puis vous avez été le numéro 2 de la Banque mondiale
Et en 2016, vous avez créé votre fonds baptisé Blue Like an Orange Sustainable Capital, qui vise à combiner performance et impact, plutôt sur des projets à grande échelle et concernant les pays émergents et les pays en développement. Vous avez aussi écrit un livre il y a 1 an et demi, Voulons-nous sérieusement changer le monde? À l'époque, il s'agissait de repenser le monde après la crise de la Covid. Alors, Bertrand, est-ce que nous pouvons vraiment changer le monde à partir des normes ESG? Ça va être votre débat, normes ESG, donc E pour environnement, S pour social, G pour gouvernance. Mais avant d'attaquer le vif du sujet, votre remarque sur l'impact de la crise ukrainienne, est-ce qu'on peut dire que ça va accélérer une sorte de prise de conscience qui est déjà là, ou est-ce qu'au contraire ça va la retarder parce qu'on voit bien le grand retour du charbon, le fait que finalement c'est vrai que les discussions sur le climat sont un peu en second rang? Il y a des aspects, je n'ose pas dire positifs, parce que c'est très difficile de donner des aspects positifs à une guerre, qui sont, comme vous venez de le dire, la prise de conscience de notre vulnérabilité, notre dépendance à une certaine forme de consommation énergétique, qui se traduit malheureusement à court terme par des prix plus élevés, une espèce d'urgence et de précipitation à stocker et à renouveler ces dispositifs, notamment gaziers, ce qui n'était pas du tout le sens indiqué, y compris, vous l'avez dit, le charbon. On voit qu'on prolonge des centrales, on en rouvre d'autres, donc tout ça n'est pas dans le sens de l'histoire, mais en même temps, ça provoque cette accélération de la réflexion sur le climat proprement dit. En même temps, cette crise, elle participe de la dislocation de la mondialisation, la dislocation de la gouvernance mondiale qu'on a vue depuis quelques années. J'en étais le témoin à la Banque mondiale, notamment après l'élection de Donald Trump, mais aussi avec le Brexit et quelques autres phénomènes un peu partout sur la planète. Et ces questions climatiques, et pas seulement climatiques, on peut parler maintenant de nature et biodiversité, il y a une COP qui s'ouvre bientôt en Chine pour parler de ça, les questions de tension sociale, d'inégalité, tous ces sujets ne sont pas des sujets qui se règlent localement, ou en tout cas pas uniquement localement. Et donc c'est vrai que les conférences internationales, on regarde toujours ça d'un peu loin, mais il faut que ça marche, elles vont être plus compliquées. Enfin, vous imaginez la prochaine COP en Égypte qui est en train de peut-être faire face à une famine, ou en tout cas qui va avoir des difficultés à se nourrir cette année, avec des participants comme ou pas la Russie, comme ou pas la Chine, etc. Ça va devenir plus compliqué de parler de ces sujets-là. Donc oui, prise de conscience d'un côté, mais en même temps, tension sur les outils et cette capacité à se mettre en mouvement ensemble. La dimension est planétaire, mais malheureusement, la réaction, elle ne l'est pas. Ok, alors Bertrand, je vais vous laisser la parole puisque votre keynote porte sur ces fameux critères ESG qu'on associe beaucoup au développement durable. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ces critères et qu'est-ce qui va se passer après, maintenant qu'ils sont rentrés un peu dans le consensus? Oui, alors là, on va peut-être en reparler, mais peut-être d'abord vous remercier de mettre ce sujet à l'ordre du jour. Dans quel monde en 2022, je ne suis pas sûr, si on interrogeait les gens dans la rue, qui mettraient cette question des normes extra-financières en tête de liste. Et pourtant, je trouve que c'est intéressant de se poser cette question aujourd'hui parce que ces normes, elles ont un impact profond sur notre vie quotidienne. On le vit dans notre chair, on va vivre dans notre chair la manière dont sont définis les critères qui règlent la vie économique dans 5 ans, 10 ans ou 50 ans. Alors, c'est intéressant de se poser la question aujourd'hui, 6 mois après la dernière COP à Glasgow, qui avait suscité beaucoup d'espoir, qui en a d'ailleurs rempli certains, mais on a vu qu'il y avait une certaine déception. 1 an après, c'est pour les initiés, c'est pour vos lecteurs en particulier, ou les acteurs de la place de Luxembourg, l'adoption par l'Europe de la norme de la directive SFDR, qui réglemente l'impact dans la finance. 7 ans après l'adoption des objectifs du développement durable et les accords de Paris. 7 ans de réflexion, c'est le pins que j'ai en boutonnière. Mais évidemment aussi quelques semaines après le début de l'invasion en Ukraine. Alors, est-ce que sur l'ESG, on en a trop fait? Est-ce qu'on n'en a pas fait assez? Est-ce que d'une certaine manière, ces discussions sont devenues hors sujet? Ou au contraire, est-ce qu'elles sont devenues encore plus prégnantes? Et toute la question de l'ESG, et plus généralement de la finance durable et de l'impact, finalement se trouve confrontée à cette question. Est-ce que c'est durablement une petite poche à côté, en se disant, ben voilà, on a cet endroit où on se sent bien, on s'occupe d'environnement social, de gouvernance, d'impact, ou est-ce que c'est le début d'une marche irrésistible vers une finance qui ne devient que durable? Moi, je suis toujours embêté quand on parle de finance durable, c'est-à-dire qu'en creux, on pense qu'il y a une finance non durable, ce que d'ailleurs pense la majorité des gens.
Et donc voilà, ça fait des années que ces questions me préoccupent. J'ai été confronté à Washington et maintenant, j'allais dire, dans ma chair, en créant mon fonds. Alors je pense qu'avant de rentrer dans où on en est aujourd'hui, très très rapidement, et j'ai conscience du temps, il faut faire un peu d'histoire. Souvent, les gens pensent que le système dans lequel on vit, il est là de toute éternité. On dit, ben voilà, le profit c'est comme ça, les normes c'est comme ça, le rendement c'est ça. En fait, non, il y a une histoire. Le débat tel qu'on le pose aujourd'hui, il date de 50 ans. Il y a 50 ans, Milton Friedman, l'économiste américain, posait que l'objet de l'entreprise, c'était le profit. Le profit est la fin en soi. Quelques mois plus tard, Richard Nixon suspendait la convertibilité en or du dollar et on rentrait d'un système qui était policé, même presque policier, avec le FMI en gardien, à un système où le marché devient l'endroit où se déterminent les valeurs. Combien vaut un dollar? Vous allez me dire, bah, ça vaut tant d'euros. Alors un euro, ça vaut combien? Bah, ça vaut tant de dollars. Et puis en plus, ça change tous les jours. Et donc, on pense marché. On pense profit comme fin en soi de l'activité de l'entreprise. De manière intéressante, quelques mois plus tard, le Club de Rome, on va célébrer cette année, publiait son rapport sur un monde fini. Peut-on avoir une croissance infinie? Donc on voit les termes n'ont pas tellement évolué en 50 ans. Simplement, tout ça a cristallisé. Le système dans lequel on vit, il a triomphé politiquement avec Reagan et Thatcher. Il a triomphé, on a peur de se dire que c'est déjà au siècle dernier avec la chute du mur de Berlin. C'était la fin de l'histoire, le triomphe de l'économie de marché, le consensus de Washington. Enfin, on connaît tout ça. Tout ça s'est un peu fracassé une première fois il y a une quinzaine d'années avec la crise financière. On a oublié. Ça s'est de nouveau fracassé une deuxième fois avec la crise sanitaire. On a cette crise environnementale au-dessus de nous, on parle de crise sociale, même de crise sécuritaire. Donc on voit bien que ce modèle, il a plutôt bien fonctionné, mais c'est encore celui qui imprègne notre manière de faire. C'est celui qui détermine en fait la vie quotidienne de nos entreprises, des investisseurs, et presque en tant que consommateurs ou investisseurs individuels. On se retrouve aujourd'hui avec cette double tension. D'un côté, on a progressé sur le développement durable. Le premier rapport sur le développement durable, c'est juste avant la chute du mur de Berlin. En 88, on parle de développement durable. Aujourd'hui, on a d'un côté tous ces travaux sur le développement durable, ces COP, les accords de Paris, les accords de 2015 sur le développement durable, j'en ai dit un mot, et de l'autre, toutes ces tensions financières. Et on a ce moment, comment tout ça va se résoudre? Est-ce que c'est deux chemins parallèles, mais comme les parallèles qui ne se rejoignent pas, ou est-ce qu'on va les faire converger? Et donc, la réalité, c'est qu'après le Covid, vous avez évoqué mon livre, on a beaucoup pensé au monde d'après. Michel Houellebecq avait eu ce mot absolument atroce en disant « mais vous précipitez pas sur le monde d'après, ça sera le monde d'avant en pire ». Alors qu'on pensait tous que le monde d'après, brusquement, deviendrait bienveillant, irénique, durable. C'était pas mal vu, hein? C'était pas mal vu, oui, il est souvent assez voyant. La réalité, c'est que le monde reste friedmanien aujourd'hui. On a pris des engagements en 2015, on a souhaité une économie plus résiliente, une économie plus durable, une économie plus inclusive. La feuille de route, elle a été signée, tous nos États l'ont signée, et même les Américains sont rentrés dans la partie climat de ces accords. Donc en théorie, on est tous liés par ces engagements. Mais comme ces engagements ne sont pas organisés de manière coercitive, on est lié par notre capacité volontaire à mettre ça en œuvre. Juste que ça soit clair, les critères ESG sont facultatifs, bien sûr. Déclaratifs. Je vais y revenir, mais c'est exactement le sujet. C'est-à-dire, la grande ambiguïté des accords de 2015, c'est qu'ils trahissaient une volonté mondiale de changer après la crise, mais qu'il n'y a pas de policier mondial, il n'y a pas de maître du monde. Et donc, il y a toujours cette frustration. Les gens disent, mais attendez, on a décidé que, et pourtant on ne le fait pas. Non, parce que tout ça repose sur une base volontaire. On a fait le pari implicite que finalement, après la poignée de main Barack Obama, Xi Jinping, il y a une troisième main qui se mettait dans la boucle, qui était la main invisible du marché, et puisque les objectifs étaient bons, le marché allait suivre. Et en fait, ce n'est pas ça qui s'est passé. Et la conviction que j'ai aujourd'hui, c'est que si on revient à la question initiale, c'est que si on ne touche pas, comme on dit en informatique, à notre operating system, on ne va pas changer le monde. C'est-à-dire qu'on va se reposer sur la bonne volonté de certains, sur l'enthousiasme de quelques pionniers. Le système actuel n'empêche pas de faire des bonnes choses, mais en gros ne récompense pas la vertu et ne punit pas le vice, pour prendre des mots un peu moralisateurs. Et on a par ailleurs une finance qui a été pas mal bousculée dans ces mêmes. On a été habitué à vivre avec des taux zéro. On est à l'école, je n'avais jamais appris les taux zéro, voire négatifs. On a tout un débat sur les cryptocurrencies qui nous questionnent sur la monnaie. On a ces questions sur l'argent magique des banques centrales. Avant le Covid, il n'y avait pas d'argent. Brusquement, on a trouvé 15 ou 20 000 milliards. Donc il y a beaucoup de questions qui se posent à nous et qui obligent à bousculer. Donc arrive l'ESG. L'ESG, c'est un peu le parallèle de tout ça. C'est la mise en musique, la mise en forme de cette approche plus, encore une fois, résiliente, inclusive et durable. Alors, le côté très positif, c'est qu'on en parle, c'est que les gens ils sont plus sensibles, que, voilà, ça socialise, comme on dit en franglais, l'idée. Il y a 40 000 ou 50 000 milliards d'actifs, c'est beaucoup, ça fait beaucoup de zéros,
qui serait géré en ESG. Et pourtant, les gens disent, attendez, c'est super, mais on ne voit pas le monde changer. Donc, pour moi, la question, c'est que l'ESG, c'est la première marche de l'escalier. C'est la première marche d'une échelle presque de Jacob, qui est une infinité de marches. L'ESG, vous l'avez dit, c'est déclaratif, c'est aspirationnel, c'est pas contrôlé. Il y a plus de 150 schémas pour évaluer l'ESG dans le monde. Donc, si je suis cynique, vous prenez celui qui vous arrange. Alors, tout le monde n'est pas aussi cynique, et fort heureusement. Mais il faut bien se dire que ça n'est que le début et qu'il faut aller au-delà. C'est-à-dire l'ESG et après. L'ESG, c'est le petit bain de la piscine. On commence à apprendre à nager, à faire les mouvements, mais après, il faut sauter dans le grand bain. Le grand bain, c'est celui de l'impact. L'impact, c'est non plus aspirationnel, mais inspirationnel. On veut faire quelque chose. Je souhaite que grâce à mon action, le monde soit meilleur après. Et je suis prêt à me mettre en risque à ce que quelqu'un le vérifie, l'audite et rende compte. Et ça, c'est quelque chose de très, très différent. Et c'est vrai évidemment pour le climat. Ça veut dire qu'il faut transformer nos modèles financiers. Nos modèles financiers, l'industrie financière est née dans les années 50 sur le concept de risque-rendement à l'Université de Chicago. Aujourd'hui, il faut qu'on intègre cette dimension d'impact et de durabilité dans nos modèles. Il faut changer les normes comptables. Et c'est là qu'on arrive effectivement à un moment compliqué. C'est qu'il faut compléter en fait nos schémas. Alors c'est difficile parce qu'on est à peu près OK, vous et moi et tout le monde, sur le climat. Je pense que maintenant, il n'y a pratiquement plus de débat. Donc la partie climat du E, elle est à peu près balisée. Et on voit que ce n'est pas facile. Mais il y a d'autres parties dans le E. Et la partie nature, la partie biodiversité, la partie utilisation des terres, etc. Là, le débat commence juste. Les océans, on a eu le One Ocean Summit à Brest il y a peu de temps, on voit bien qu'on n'est nulle part. Il n'y a personne qui a une stratégie océan sur la planète. Pourtant, c'est essentiel dans le climat. Ces dimensions, elles sont interconnectées. Vous avez le S, le social. Là aussi, c'est effroyablement compliqué, parce que le S, c'est nos modèles sociaux. Vous êtes aux États-Unis, vous parlez de diversité, vous pensez immédiatement de diversité ethnique. Vous êtes en France, vous n'avez pas le droit de poser la question des statistiques ethniques. Vous voyez bien qu'on a un problème. Qui va décider? Est-ce que c'est un investisseur américain qui va dire « j'investis pas en France, que vous ne prenez pas en compte la diversité ethnique » ou est-ce que c'est le Parlement français qui va changer? Je préfère que ce soit le Parlement qui décide pour moi. Ce n'est pas un capitalisme d'outre-Atlantique. On voit qu'il y a d'ailleurs autour de ces sujets, on voit sur le climat, quelques sujets qui intéressent les journalistes financiers. Il y a des bulles. L'énergie renouvelable a des valorisations qui sont compliquées à justifier de manière intrinsèque. Mais à l'inverse, l'EDEC avait publié un rapport l'année dernière pour dire, en s'intéressant à la finance passive, tout ce qui s'appelle green et durable, en fait, n'est ni green ni durable. Il disait à peu près 12% de valides, 12%, pas 50%, 12%, c'est un peu comme quelques gouttes d'eau de sirop concentré qui donnent du vert à toute la bouteille. Donc on voit bien qu'on est à un moment compliqué. Et dernier point qui pour moi est très important, il ne faut pas qu'on devienne les bobos de la planète. C'est-à-dire qu'en Europe, après un long périple, on revient plein d'usages et raisons, et on se dit, voilà, on a compris comment fonctionnait l'économie, et on va expliquer à l'Afrique, à l'Amérique latine, à l'Asie, voilà comment il faut faire. C'est compliqué, ils ne sont pas au même stade de développement que nous, ils n'ont pas d'ailleurs, pour le carbone et d'autres, les mêmes approches. Donc comment est-ce qu'on fait en étant toujours exigeant pour aussi leur tendre la main? Être inclusif non seulement entre nous à Paris ou à Bruxelles, mais être inclusif avec le reste du monde. Alors c'est difficile parce que la guerre va nous distraire, et c'est normal, la guerre est une priorité. C'est difficile parce qu'il n'y a pas de maître du monde. Ces normes, il y a des gens qui ont intérêt aux normes. C'est comme dans la ruée vers l'or. Qui a gagné dans la ruée vers l'or, c'est les marchands de pioches et les marchands de pelles et les marchands de barbelés. Et bien là, il y a une dispute pour savoir qui va vendre ces indices, qui va vendre ces normes, qui va les décider. Et c'est d'autant plus important que ces normes, ce n'est pas des normes juste techniques, ce n'est pas un débat qu'il faut laisser aux techniciens. Je parlais de diversité ethnique, mais on peut prendre d'autres sujets. C'est un débat qui touche à nos valeurs. Et donc, on ne peut pas s'en désintéresser. Il faut non seulement que l'Europe ne se fasse pas imposer une vision du monde de l'extérieur, mais il faut aussi que l'Europe contribue à définir ces normes mondiales, d'autant plus que l'Europe, elle a quelque chose à dire. On est plutôt en avance sur ces sujets. Je reviens des États-Unis, je pense qu'on a quelque chose à dire. Donc aujourd'hui, on est dans le brouillard, pour conclure. C'est encore compliqué. L'ESG n'est pas encore stabilisé, qu'on parle déjà de l'après. Dans le brouillard, vous avez plusieurs attitudes. Vous avez les gens, alors les cyniques, il n'y en a évidemment pas parmi ceux qui nous écoutent, qui disent tant qu'il y a du brouillard, moi je joue. C'est Chuck Prince, l'ancien patron de Merrill Lynch, je crois, qui disait tant qu'il y a de la musique, je danse. Et donc dans le brouillard, ça s'appelle le washing, l'éco-blanchiment, etc. Vous avez une minorité, j'espère croissante, qui dit dans le brouillard, moi ça m'est égal, j'ai ma boussole et donc j'avance. Et alors les gens avançaient par conviction comme Patagonia, qui était un des promoteurs il y a 25-30 ans, ou par choix, c'est-à-dire que beaucoup de gens se disent aujourd'hui, dans mon business, si je veux avoir le droit de continuer, si je veux que les consommateurs, les investisseurs ou les jeunes viennent travailler chez moi, il faut que je me comporte bien. Et donc, je fais l'investissement aujourd'hui, je ne le fais pas pour ma réputation, je ne le fais pas par peur,
je le fais parce que c'est stratégique, je vais dans cette direction pour que j'ai d'une certaine manière un permis d'opérer. Sinon, je vais sortir du marché. Et puis vous avez au milieu la grande masse des gens qui disent bah voilà, ma réputation, la peur, comment on fait, c'est difficile. Et on voit bien que c'est compliqué. La Russie, par exemple, regardez le nombre d'entreprises qui sont sorties de Russie en quelques semaines. Quand vous comparez à ce qu'il avait fallu faire pour l'apartheid en Afrique du Sud, il a fallu des années. Donc on voit bien que cette pression sociale, elle existe. Si elle existe sur la Russie, elle va exister sur le climat, elle va exister sur le social. Donc c'est très très compliqué pour les entrepreneurs. Voilà, c'est une remise en cause de nos systèmes. Et on revient aux normes, mais qui n'est pas encore ancrée dans le système. C'est-à-dire que c'est des décisions volontaires qui ne sont pas encore dans nos normes comptables, qui ne sont pas encore dans le mode de gouvernance, qui ne sont pas encore dans le mode de rémunération, qui ne sont pas dans les obligations fiduciaires de ceux qui gèrent l'argent. Donc tout ça est un moment à la fois d'anxiété et de confusion, et un moment très prometteur. C'est-à-dire qu'il va se passer quelque chose, on a un système qui va émerger, il faut le faire émerger. Et si vous me permettez, pour conclure, une citation de Theodore Roosevelt. Donc je reviens des États-Unis. Theodore Roosevelt, c'est un des 4 présidents sur le mont Rushmore. Je n'avais pas du tout compris qu'il y avait lui. Il y avait dans Washington, Jefferson et Lincoln, et Theodore Roosevelt. En fait, Theodore Roosevelt, c'était le grand président progressiste, le plus jeune président des États-Unis, président à 40 ans, qui a démantelé les conglomérats, enfin les trusts, Rockefeller, etc., qui a créé l'administration des parcs naturels. Enfin, c'était assez prophétique à l'époque, la première agence de protection des consommateurs, enfin des choses qui paraissaient assez baroques il y a 100 ans. Et les gens disaient, vous faites la révolution, monsieur le président. Il disait, non, non, je ne fais pas la révolution, j'agis pour éviter la révolution. Et donc je pense que c'est ça le défi qu'on a aujourd'hui, c'est de transformer notre modèle avant qu'il trouve ses limites. Bah écoutez, c'est une très belle citation pour finir cette keynote. Merci beaucoup Bertrand Badré. On va céder la place à la table ronde suivante qui va bien sûr parler de comment la finance peut jouer un rôle dans la lutte contre le réchauffement climatique. Merci à vous et donc on peut vous retrouver. Vous allez écrire un prochain livre ou non? C'est en cours. C'est en cours. Voilà. Et puis voilà, votre fonds, je rappelle... Blue Like an Orange Sustainable Capital. Dont AXA a pris 20%. Dont AXA a pris 20% l'été dernier, donc il nous accompagne dans nos futurs développements. Très bien, merci beaucoup Bertrand. Merci beaucoup. Pour limiter le réchauffement climatique à plus 1,5 degré de hausse d'ici la fin du siècle, l'humanité peut encore émettre 325 gigatonnes de CO2. Au rythme actuel, ce budget carbone sera épuisé dans 8 ans. Pour 2 degrés de réchauffement, il tiendra environ 25 ans. Et c'est tout. Au-delà, chaque émission supplémentaire signifie un réchauffement plus virulent. Rien que pour le secteur de l'énergie, l'Agence internationale de l'énergie estime qu'il faut 4 000 milliards de dollars d'investissement par an d'ici à 2030. C'est plus du triple de ce qui est actuellement injecté dans les énergies vertes. Suivant les estimations et les régions, les économistes s'entendent sur le même ordre de grandeur. Il faut 2 à 3% de PIB supplémentaires consacrés à l'investissement. Mais quels sont les investissements qui peuvent être classés comme verts ? Plus de 200 normes différentes existent dans le monde. Pour un investisseur, même de bonne volonté et cherchant à placer son argent dans des projets favorables à l'environnement, la visibilité est très réduite. Il faut une standardisation maximale, sinon il va y avoir énormément de greenwashing involontaire, a prévenu Christine Lagarde. Le GIEC estime qu'entre 3,3 et 3,6 milliards d'humains vivent déjà dans des contextes qui sont hautement vulnérables au changement climatique. La situation ne va guère s'améliorer en raison de la destruction accélérée, sous l'effet des activités humaines, des écosystèmes qui protègent les sociétés, coraux, zones humides, forêts. Selon la BCE, l'absence de mesures ordonnées pour décarboner l'économie pourrait amputer le PIB de l'Union européenne de 10% d'ici à 2100. La Banque centrale évoque notamment une explosion sur les prêts accordés aux projets les plus exposés aux risques climatiques. Bonjour à tous. J'ai avec moi un grand panel dans tous les sens du terme pour parler de climat et de transition par la finance. Pierre Abadie, vous êtes directeur climat chez Tikehau en direct de New York. Merci beaucoup de vous être levé si tôt pour participer à ce panel. Julie Becker, vous êtes directrice générale de la Bourse de Luxembourg. Heureusement, il n'y a pas de décalage horaire avec le Luxembourg. Merci d'être avec nous. Et avec moi en plateau, Romain Baucher, vous êtes responsable de la gestion action chez Fidelity,
Et Antoine Cyr, vous êtes responsable de l'engagement d'entreprise du groupe BNP Paribas. Alors j'ai envie de commencer ce débat par un chiffre, parce qu'il faut bien commencer le débat. On parle beaucoup de finances responsables, de gestion durable, etc. Et il y a un chiffre qui me frappe, c'est qu'actuellement, il n'y aurait que 3% des fonds à impact dans l'ensemble des fonds gérés en Europe. Alors, je me tourne vers vous, Roland Bauchet, parce que vous êtes immergé dans la gestion internationale. 3%, ça ne fait pas beaucoup comme ça. Qu'est-ce qui se passe réellement sur cette finance responsable, durable, climatique ? Bonjour Muriel, et merci pour cette question qui peut induire en erreur, car effectivement, cette catégorie telle que définie, et c'est bien de l'avoir définie de façon plus intransigeante, notamment dans les normes, quels sont les fonds qui sont définis et qui quantifient leur impact, c'est une catégorie naissante, donc elle est faible. Cela ne veut pas dire du tout que notre engagement sur le sujet, et notamment chez Fidelity, n'engage pas l'ensemble de nos encours. Concrètement, quand nous parlons d'initiatives de type net zéro, c'est-à-dire tendre, et c'est un chemin pour l'ensemble de nos encours et pour nous-mêmes pour commencer. Car pour être crédible, il faut s'appliquer à soi-même ce que vous exigez des entreprises. Et bien, cet objectif, il est applicable pour l'ensemble de l'entreprise, pour l'ensemble de nos investissements, sur des horizons effectivement qui peuvent être nuancés. Ces fameux fonds à impact peuvent être plus exigeants dans le calendrier, dans le niveau de réduction, par exemple, d'émissions de CO2, mais la direction est la même pour tous. Donc typiquement, nous avons eu le plaisir de voter, par exemple, pour plus de 700 résolutions qui avaient un lien avec le climat l'année dernière. Nous avons voté comme un seul homme pour les 800 milliards que nous représentons, pas pour les 1, 2, 3, 4% ou les 50% de fonds dits article 9 ou article 8, des fonds qui sont codifiés comme étant dans cette rubrique-là. D'accord. Il y a un mouvement et c'est vrai qu'il y a différentes manières d'agir pour le climat. Pierre Abadie, vous êtes responsable d'un fonds de décarbonation. Concrètement, qu'est-ce que vous faites à travers ce fonds ? Notre rôle, il est assez simple. En fait, on collecte l'épargne mondiale et on injecte dans l'économie réelle. C'est un fonds de private equity. On travaille sur des petites et des moyennes entreprises européennes. Donc, effectivement, dans ce cadre-là, c'est un fonds qui est article 9. Donc, c'est un fonds d'impact. Et sa raison d'être, en fait, parce que c'est comme ça qu'on définit un fonds d'impact, c'est de participer à diviser par 2 nos émissions de CO2 à horizon 2030, ce qui est finalement aligné avec le traité de Paris. Et donc, de manière très pratique, en fait, on va voir des investisseurs institutionnels ou des privés qui nous confient les économies qu'ils ont eux-mêmes sous gestion. Et nous, on va sélectionner des entreprises qui, au travers de leur activité, décarbonent notre économie. Et donc aujourd'hui, on parle de sociétés qui font de l'efficacité énergétique autour des usines ou autour du bâtiment, donc c'est la rénovation thermique du bâtiment. On va parler de sociétés qui vont bien évidemment faire pénétrer plus de renouvelables sur le marché, et on va parler de sociétés qui vont promouvoir la mobilité bas carbone. Donc voilà, donc ce fonds il fait un peu plus de 1 milliard d'euros, c'est on va dire le plus gros fonds actuellement existant sur le domaine privé en fait qui fait ce type de choses. Et on a investi dans 10 PME européennes ou ETI, on va dire, qui participent activement à la décarbonation du système. D'accord, c'est intéressant. Et vous avez plein de projets encore en gestation, ou comment est-ce que vous attendez de lever à nouveau de l'argent, ou est-ce que vous en êtes à ce niveau-là ? En fait, du côté de Tikehau, le climat, c'est devenu une stratégie d'entreprise depuis l'an dernier de manière, on va dire, organisée. C'est un des plus gros mégatrends qui est face à nous, en fait. En réalité, on voit ça comme la plus grosse opportunité d'investissement, en fait, depuis l'ère industrielle. Parce qu'en réalité, ces 3000 prochains jours, c'est le temps qu'on a pour faire pivoter la façon dont notre économie fonctionne. Donc les montants en jeu en fait sont faramineux. L'Agence internationale de l'énergie nous dit que pour participer à la décarbonation, c'est-à-dire arriver entre guillemets au net zéro à horizon 2050 et donc passer par ce milestone en 2030 qui est la division par 2 des émissions de CO2, il faut investir dans la décarbonation de notre économie 4000 milliards par an. Alors vous voyez un petit peu le rythme, notre économie mondiale elle fait peut-être 80 000 milliards, donc c'est énorme. Quand on voit le European Green Deal, en fait, plane, c'est 1000 milliards à horizon 2030, donc c'est pas 4000 milliards par an. Donc on est clairement attendu, nous, acteurs de la finance, comme étant capables d'être les personnes, en fait, qui vont financer la différence, si vous voulez, entre ce que le public peut faire et ce qui doit être fait, en réalité. Et l'Agence internationale de l'énergie nous dit que c'est 80% de l'effort qui va devoir être fait par la finance. Donc effectivement,
on a paralysé toutes nos actions dans toutes les classes d'actifs. Donc on a remonté notre stratégie climat d'un cran. En fait, je dis notre stratégie climat, mais c'est pas vraiment la nôtre. C'est ce que dit le GIEC et ce que dit l'Agence internationale de l'énergie. Donc elle nous guide vers ce qu'il faut faire de manière très pragmatique. Et on a demandé à tous les investisseurs finalement de faire des fonds dédiés qui vont répondre à cet objectif. Donc c'est vrai, aujourd'hui, on a un premier fonds de private equity, et puis il y a un fonds de dette privée qui s'est lancé. On est en train de lancer un fonds qui va financer les actifs de la transition énergétique. Donc aujourd'hui, un peu plus de 2 milliards dédiés. Je dirais que la grosse différence avec la finance en réalité d'avant, c'est que les fonds deviennent beaucoup plus thématiques. C'est-à-dire qu'avant, on investissait dans l'économie de manière générale, et puis on essayait de gérer son risque finalement en diversifiant, on va dire peut-être un portefeuille. Aujourd'hui, si on parle de décarbonation, ben en fait, on a une thématique autour de ça, et donc il faut créer des équipes finalement qui sont dédiées, des équipes qui sont plus expertes. Et cette expertise, il faut la créer notamment au travers de partenariats qu'on va sceller avec des industriels, quoi, typiquement. Quand il y a une thématique, on va fonctionner avec eux pour améliorer finalement notre connaissance du domaine avec le temps, et ce qui permet de lancer de plus en plus de fonds en fait, et d'accélérer. Et alors, Julie Becker, comment est-ce qu'une bourse peut participer à cette finance responsable? Qu'est-ce que fait la Bourse du Luxembourg dans ce domaine? Bonjour Muriel, bonjour à tous. Merci de nous accueillir sur le plateau pour ce thème effectivement d'actualité extrêmement important. Alors, le rôle d'une bourse, la bourse de façon générale, c'est une plateforme de rencontre entre des émetteurs qui ont besoin de financer des projets et des investisseurs qui ont les moyens justement d'investir conformément en fait à leurs intentions de rendement financier, mais aussi aujourd'hui, comme on vient de le souligner, non financier, et conformément à leurs valeurs justement d'avoir aussi un impact en fait environnemental, social ou même durable de façon générale. Donc le rôle d'une bourse, c'est quelque part de promouvoir la visibilité de ces émetteurs qui financent, qui ont besoin de financer en tout cas des projets à impact ou des projets durables ou des projets 100% verts, qui correspondent en fait dans leur processus d'émission à des normes internationales, à des meilleures pratiques de marché qui sont basées sur la transparence. Donc pour lesquels, en plus en fait des contraintes réglementaires classiques en fait de l'émission d'une dette notamment, émettent de la documentation dite non financière, dont on assure la transparence sur une bourse, dont on va même sur LGX, en tout cas sur la Luxembourg Green Exchange, plus loin aujourd'hui en essayant d'aller extraire la donnée pertinente pour faciliter l'information des investisseurs qui souhaitent justement investir dans ce type de produit de façon bien informée. Le but étant effectivement pour eux de s'assurer que leur argent, leurs investissements vont là où ils le souhaitent, conformément à leurs propres convictions. Donc le rôle d'une bourse, c'est vraiment de mettre en relation des émetteurs et des investisseurs, et dans cette économie qu'on espère durable, la finance a un rôle capital à jouer, puisqu'elle sert à la financer, cette économie réelle, à favoriser ces flux de capitaux, à les orienter dans la bonne direction, et c'est ce qui a motivé la création de cette plateforme verte en 2016, qui était un succès aujourd'hui. Vous avez cette plateforme verte avec beaucoup d'investisseurs internationaux. C'est l'originalité de la Bourse du Luxembourg, d'avoir une plateforme dédiée. Alors, la Bourse du Luxembourg, d'abord, de façon générale, n'est pas une bourse comme les autres, puisque c'est une bourse de cotation internationale et de cotation essentiellement de dettes obligataires. Et on a créé effectivement cette bourse verte dédiée aux instruments entièrement durables et responsables. Et aujourd'hui, c'est 1300 obligations labellisées green, sociales ou durables qui sont affichées sur cette plateforme, qui viennent de 230 émetteurs dans le monde. Donc, c'est 50 pays qui sont représentés, et pour un montant total de 680 milliards. Donc, c'est 680 milliards d'euros qui sont financés, qui financent en fait des projets verts à travers cette plateforme. Et c'est un chiffre et aujourd'hui, le challenge... C'est un chiffre qui a cru très rapidement, ou quel est le taux de croissance de ce chiffre, 680 milliards? Il y a 5 ans, c'était 10 fois moins? Il y a 5 ans, on démarrait en fait. On démarrait la plateforme en inscrivant les premiers bonds sur la plateforme. Donc, c'était moins d'une centaine de bonds au moment de sa création il y a 5 ans. Donc, c'est une croissance exponentielle qui correspond finalement aussi à celle du marché, et pour laquelle on s'attend aussi à une croissance continue malgré les événements géopolitiques actuels. En tout cas, on s'attend, pour pouvoir satisfaire aussi les besoins qui viennent d'être mentionnés, de 4 000 milliards de dollars par an, à une croissance effectivement en fait de ce marché de la dette
obligataire international qui était en 2021, qui est passé en fait à plus de 1000 milliards de dollars, à 4500 milliards de dollars d'ici 2025. Alors, Antoine Cyr, je ne sais pas si BNP Paribas intervient sur la bourse du Luxembourg sur ces thématiques-là, mais qu'est-ce que votre banque fait que les autres ne font pas en matière de finances durables et vertes? D'abord, bonjour Muriel. Et ensuite, je pense qu'il faut être très humble. En ce moment, on a une transformation de l'économie, d'abord. Les défis industriels de la transition écologique est absolument énorme. Nous, on est très proche de nos clients industriels. On voit bien qu'ils sont en train de vivre vraiment des transformations. C'est une transformation qui est au minimum aussi importante que la transformation digitale. Donc c'est vraiment quelque chose qui va demander à la fois des investissements très importants, mais aussi des changements importants dans les modèles économiques. Et de comportement et de comportement, bien entendu, sur toute la chaîne de l'économie et on peut dire de la société. Et donc, je pense que c'est assez important que l'ensemble des banques travaillent sur ces sujets. Par exemple, on a été, nous, assez moteurs et allants dans une alliance qui s'appelle la Net Zero Banking Alliance. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'au début, il y avait surtout des banques européennes. Maintenant, il y a la plupart des banques américaines qui sont dans cette alliance. Et c'est une alliance dans laquelle les banques s'engagent quand même à se doter d'objectifs de décarbonation de leur portefeuille de crédit, des objectifs d'alignement en fait des émissions attachées à leur portefeuille de crédit sur les objectifs de l'accord de Paris, qui sont des objectifs ambitieux. Et donc je pense que c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que d'abord c'est important que tout le monde s'y mette, et donc c'est un sujet de concurrence, oui, parce que nos clients ont des besoins énormes et que, bien entendu, on veut être ceux qui vont les accompagner le mieux dans cette transformation, mais c'est en même temps quelque chose dans lequel c'est important qu'il y ait un certain esprit de convergence de tout le monde dans cette direction. Et moi, je pense que cet esprit est vraiment en train de s'installer, notamment à travers cette Net Zero Banking Alliance. Mais comme c'est un travail de fond qui est en train d'être fait, ça va bien entendu prendre du temps, mais c'est important qu'il y ait ça. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va faire à l'échelle de BNP Paribas? Par exemple, nous, on constate que, je dirais, 4% de nos crédits, c'est le secteur de l'énergie. Donc il y a d'un côté 4% qui sont très sensibles parce que c'est le secteur de l'énergie, mais il y a tout le reste de l'économie, les 96 autres pourcents qui ont besoin de se transformer aussi. Et donc on fait à la fois, on prend des engagements qui sont très forts dans le domaine de l'énergie. On s'est engagé à ne plus financer les gens qui ne sortaient pas du charbon. On s'est engagé à ne plus financer les spécialistes des hydrocarbures non conventionnels. Mais d'un autre côté, on est en train de travailler petit à petit pour aligner l'ensemble des secteurs économiques que l'on accompagne, en tout cas de notre portefeuille, sur les objectifs de l'accord de Paris. Concrètement, comment ça va se passer? Sur chaque secteur économique, on prend la trajectoire idéale de baisse des émissions de gaz à effet de serre du secteur économique pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Et à chaque fois si un client est en avance sur la trajectoire de son secteur, c'est pour nous une motivation supplémentaire à le financer. S'il est en retard, mais qu'il est en train de faire les investissements nécessaires pour rattraper, c'est très intéressant aussi et on va le financer. Et si par contre il est en retard et qu'il ne fait pas le nécessaire pour se remettre... Vous lui coupez la ligne. On va discuter, ça dépend du secteur dans lequel il est. S'il est dans le secteur de la production d'électricité, en fait, on lui a déjà coupé, on a déjà arrêté de travailler avec lui. L'année dernière, on a arrêté de travailler avec 50% de nos clients dans le monde dans le secteur de l'électricité, parce que là, il y a le sujet du charbon qui est absolument sensible. S'il est dans un autre secteur d'activité, on va discuter avec lui, ça va faire partie du dialogue. Mais il est certain que si les choses ne bougent pas, on va être amené à le financer de moins en moins.
Alors, la banque m'intéresse parce que justement, la BCE, pas plus tard qu'au début de la semaine, a un peu tapé du poing sur la table en disant, je la cite, que les banques publient de gros volumes d'informations, mais de très mauvaise qualité, avec un manque de transparence. Qu'est-ce que vous répondez? J'imagine que vous ne vous sentez pas concerné, mais néanmoins, il y a manifestement un problème de transparence et de qualité de l'information. Je pense qu'on est en ce moment dans une transformation. On est en train de transformer nos process. Si vous voulez, par exemple, ce que je viens de vous expliquer sur la façon dont on travaille avec nos clients, on a mis en place il y a quelques mois une équipe qui est une équipe importante, qui est dédiée à l'analyse des stratégies commerciales qu'on doit avoir avec chacun de nos clients en fonction de ces objectifs d'alignement de l'accord de Paris. C'est donc des choses, c'est de la transformation qui est en train d'être faite. Et c'est vrai que quand on est en train de faire une transformation, c'est parfois difficile d'en rendre compte comme si elle était déjà faite. Donc je pense qu'on est en ce moment dans cette période, on est vraiment en train de rentrer dans le dur de l'opérationnel et je pense que d'ici peut-être 1, 2 ou 3 ans, trouver des normes communes, des références, bien entendu, là aussi, juger tout le monde sur les mêmes critères. Il y a le travail fait par à la fois les organismes comptables, il y a l'entrée petit à petit dans les mœurs de la taxonomie européenne, il y a encore une fois les objectifs des différentes alliances des banquiers, des asset managers, etc., qui vont aussi créer de l'harmonie. Donc tout ça est en train de se faire, mais je crois que le plus important qu'il faut comprendre, c'est que tout ça nous demande des transformations absolument gigantesques à l'intérieur de l'entreprise. On est obligé de changer, d'adapter toutes nos chaînes d'approvisionnement, de data, de partage des data. On est obligé de changer nos processus de décision. On est obligé de faire énormément. On est obligé de changer nos compétences. On doit former, rien que sur les 2 dernières années, on a formé 900 gestionnaires de grands comptes avec un parcours de formation extrêmement important monté avec l'université de Cambridge. Donc tout ça, c'est de la transformation, ça prend du temps, mais je dirais que l'important, pour l'instant, c'est de le faire réellement. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Quand même, Julie Becker, cette histoire de manque de transparence, ça nous renvoie un peu à l'idée de greenwashing. On en avait parlé il y a quelques années. Est-ce que ça reste un problème important aujourd'hui ou est-ce que les choses s'éclaircissent? Et le greenwashing, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut plus maintenant traquer, pister et régler? Alors, je pense que comment les choses ont évolué. D'abord, le greenwashing, je pense que c'est pas, en tout cas dans le marché obligataire en partie, c'est pas quelque chose de majeur. Le greenwashing, ce qu'il faut bien garder en mémoire, c'est que c'est l'intention quelque part délibérée de dissimuler une information, de cacher effectivement des éléments mensongers qui sont transmis aux investisseurs. C'est pas nécessairement en fait certains cas de greenwashing dont on entend parler. J'ai une illustration en tête en fait avec cette obligation qui avait été émise par les aéroports de la ville du Nouveau-Mexique 2016-2017 qui était alignée avec les principes de l'ICMA, qui sont les meilleures pratiques de marché, donc avec les meilleurs standards de transparence, certifiés par Sustainalytics, ou révisés plutôt par Sustainalytics, ratés aussi par Standard & Poor's. Et puis 2017, nouvelles élections, 2018, pardon, nouvelles élections, changement de gouvernement, changement de stratégie et plus d'aéroports construits. Donc finalement, les fonds qui ont été levés à travers cette obligation ne vont pas pouvoir être alloués au projet vert prétendu. Est-ce qu'il s'agit vraiment de greenwashing? Est-ce que l'intention en fait de l'émetteur était délibérément mensongère? Non. Je pense que là, il y a eu une évolution finalement du projet, une évolution politique qui ne permet pas effectivement aux fonds levés d'être alloués à ce projet en fait de construction d'un aéroport dit sustainable. Pour moi, là, l'important, c'est effectivement d'assurer l'information jusqu'à l'allocation des fonds aux investisseurs. Les investisseurs ont le droit de savoir où va leur argent et ce qu'il en est fait pendant toute la durée du cycle de vie de l'instrument financier. Et il est aussi finalement de la responsabilité des réviseurs de ne pas se contenter d'une révision en amont ou même pré-issuance, mais en fait de continuer effectivement leur assessment tout le long en fait du cycle de vie de ces obligations. Donc le terme est un peu galvaudé et tant qu'on n'a pas de définition précise de ce qui est green, je vois pas très bien comment on peut parler aussi de greenwashing, sauf à condamner cette intention de dissimulation, qui est d'ailleurs un des objectifs de l'ESMA, comme Serena Ross vient de le déclarer au mois de février. Elle a bien l'intention effectivement d'émettre un plan d'action
pour lutter contre le greenwashing dans un sens vraiment de protection de l'investisseur qui a droit non seulement aux informations nécessaires, mais de les comprendre. Et donc, qu'elles ne soient effectivement pas dissimulées. Mais pour revenir sur ce qui vient d'être dit par rapport au challenge des banques notamment et de tous ces organismes financiers qui doivent effectivement publier de l'information et assurer la plus grande transparence sur la manière dont ils gèrent leurs fonds et leurs bilans de façon générale, il faut aussi réaliser que je pense que le mieux est l'ennemi du bien et qu'effectivement, il faut encourager cette transition et se contenter de quelque chose qui aujourd'hui n'est pas encore absolument parfait pour des raisons tout à fait évidentes aussi qui sont liées à la réglementation. On a une réglementation SFDR qui était mentionnée à l'instant par Bertrand Badré, qui effectivement oblige à la publication d'un certain nombre d'informations, des objectifs notamment environnementaux et d'une éligibilité à la taxonomie européenne, voire d'un alignement à cette taxonomie. Or, en parallèle, pour pouvoir évaluer cet alignement avec la taxonomie, il faut savoir si les sociétés dans lesquelles vous investissez sont, elles, en tant que fonds d'investissement, sont effectivement, elles, alignées avec la taxonomie européenne. Or, pour ceci, il s'agit d'une autre réglementation qui s'appelle NFRD, qu'elle n'est pas encore entrée en vigueur ou sur le point de l'être. Donc, en fait, il manque des informations pour les organismes financiers, tous les acteurs du monde financier, pour pouvoir y porter en toute transparence. Donc, encore une fois, je pense qu'effectivement, il faut encourager les efforts vers cette transparence, absolument la soutenir, mais c'est aussi la rapidité avec laquelle le tout va être mis en œuvre et la cohérence finalement de la succession des réglementations et de leur entrée en vigueur qui va permettre en fait d'aboutir à une transparence qui fait du sens et qui est possible, parce qu'aujourd'hui, elle est limitée malheureusement. Et Pierre Abadie, vous avez des problèmes parfois quand vous n'avez pas de problème quand vous investissez dans une entreprise, vous êtes sûr qu'elle est bien conforme à la taxonomie, à votre échelle, c'est pas un problème cette histoire de greenwashing, c'est pas quelque chose qui vous menace ou qui vous concerne. En fait, moi je rajouterais juste sur le greenwashing qu'effectivement il y a des problèmes de transparence. Après, c'est aussi des problèmes qui peuvent être d'incohérence. Et c'est vrai que si on a un fonds d'impact ou un fonds d'article 9, en fait, on se préserve quand même beaucoup du greenwashing parce qu'on a défini sa raison d'être. Donc, par nature, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un organisme de gouvernance qui est comme une sorte de gatekeeper, si vous voulez. Donc, on va préfiltrer finalement les entreprises dans lesquelles on va investir avec des entreprises qui vont répondre à la raison d'être. La raison d'être qu'on a sur notre fonds, c'est participer à réduire nos émissions de CO2 à horizon 2030 de moitié. Donc, ça veut dire que c'est des entreprises qui, de manière active, sont déjà en train de décarboner un client aujourd'hui. Donc, une fois qu'on a dit ça, c'est difficile pour moi, par exemple, d'investir dans une entreprise qui fait autre chose que ça, puisqu'on l'a défini finalement comme stratégie d'investissement. Là où, en fait, on peut avoir effectivement des problèmes de greenwashing, c'est quand on vient finalement de produits de finance un peu institutionnels et qu'on a mis en place finalement des processus ESG qui sont de plus en plus maintenant cadrés et qui fonctionnent de mieux en mieux, et ça, c'est pas une mauvaise nouvelle, parce qu'en fait, en réalité, l'ESG, c'est quelque chose qui certainement protège l'investissement, parce que c'est une vision quand même qui regarde les risques aussi d'une manière différente, et c'est souvent là qu'on va avoir les sujets, c'est-à-dire qu'on peut avoir quelqu'un qui va investir dans une entreprise, et qui, comme il n'avait pas fixé sa raison d'être, parce qu'il n'est pas dans un fonds d'impact, il fait de l'investissement de manière générale, dans l'économie de manière générale, et ça ne veut pas dire que c'est mal, mais il va commencer à suivre en fait des indicateurs qui sont associés à des objectifs de développement durable. Et donc, il peut suivre par exemple un indicateur de diversité et puis il met un board avec 50% de femmes, 50% d'hommes, et donc c'est très bien. Mais en fait, l'entreprise dans laquelle il avait investi, c'est une entreprise qui je sais pas, peut-être faisait de l'électricité à partir de charbon. Donc là, il va y avoir quelqu'un qui va dire, écoutez, vous êtes en train de promouvoir que vous êtes un fonds ESG parce que vous suivez en fait des KPI, etc. Mais finalement, vous n'avez pas mis en place une politique d'exclusion qui exclut le charbon. Et le charbon, on le sait, c'est l'ennemi du climat. Et donc, vous faites du greenwashing. Et ça, en fait, ils peuvent être transparents, mais c'est pour ça que je dis transparence et cohérence. Et donc, effectivement, de notre côté, on n'a pas tellement de sujets parce qu'en fait, le choix en fait, du fonds à impact est un petit peu protecteur. Alors, il nous protège sur deux points. Ça, c'est une conviction de notre part, c'est que lorsqu'on choisit de la finance à impact, par nature, une fois qu'on a fixé en fait sa raison d'être, on s'éloigne en fait des actifs qui eux-mêmes deviendraient, comme on dit, des stranded assets, puisque finalement, on va arrêter d'investir dans des actifs qui, peut-être demain, seront perçus comme des mauvais actifs. Donc, c'est ce qui s'est passé un petit peu avec le charbon.
quelqu'un s'il avait mis en place une stratégie d'impact en 2010 avec une vision du monde, il aurait peut-être commencé à exclure finalement des investissements dans le charbon en 2005 ou en 2010, plutôt que d'en sortir en fait beaucoup plus tard, au moment où tout le monde le fait. Et donc là, en fait, ça se fait avec certainement des pertes financières. Et l'autre, on va dire, avantage de la finance à impact, c'est que par nature, et ça aussi c'est une conviction de notre part, elle nous positionne sur le seul segment de croissance en fait qui va rester, qui est de la croissance durable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, on arrive quand même aux limites planétaires, comme on les appelle. Il y a beaucoup de travail scientifique qui sont faits sur plein de choses. En fait, il y a 9 limites planétaires qui ont été identifiées. On est hors limite sur 5 d'entre elles. On ne peut pas investir dans l'économie si on continue à alimenter une limite planétaire. Parce que là, on met à risque notre biosphère. Et en fait, nous, on vit dans notre biosphère quand même. Donc, détruire la biosphère pour faire de l'économie, c'est pas fonctionnel. Mais en fait, qu'est-ce que c'est en réalité la finance à impact? C'est mettre l'économie au service de ramener finalement l'humanité dans des fondations sociales qui sont acceptables pour tous, mais dans le respect des limites planétaires et donc avec une sorte de plafond écologique qu'on ne peut pas dépasser. Donc je dirais, au-delà des réglementations et de tout ce qu'on dit, en fait, les réglementations, finalement, elles sont là pour nous guider et pour nous faire parler un langage commun sur ces concepts, on va dire, qui sont plus généraux, qui vise à dire l'économie, elle est au service de l'humain, et en fait, on ne peut pas faire de l'économie qui mène à la destruction de la biosphère, parce que sinon, en fait, il n'y a plus d'humains. Et vous, Romain Bauchet, quand vous gérez, vous, des milliards, comment est-ce qu'on arrive à tout bien contrôler? Ces réglementations, on a l'impression qu'il y en a qui surgissent de toutes parts. Est-ce que vous êtes vous-même extrêmement contrôlé? Comment travaillent les gérants aujourd'hui avec ces obligations sur la tête, j'allais dire? Pour rebondir sur ce qui a été très justement dit par Julie et Pierre auparavant, ce qui me paraît important en réalité, c'est de dissiper un possible malentendu entre les entreprises, les émetteurs qui peuvent concevoir cela comme une obligation de moyens et nos clients qui, eux, les investisseurs, qui voient ça comme une obligation de résultat. Et c'est là où nous avons un travail à faire pour aller expliquer et s'assurer auprès des émetteurs que ce n'est pas seulement une obligation de moyens de publier des indicateurs d'émissions de CO2, de dire haut et fort qu'ils sont partie prenante d'un engagement très lointain en 2050, mais bien de leur faire comprendre que même s'ils arrivent, entre guillemets, à cocher les cases pour être à peu près conformes avec une réglementation, que pour ne pas être suspectés de greenwashing, d'abus de langage, il faut bien qu'ils comprennent que les clients, les investisseurs, eux, ce qu'ils attendent, c'est une obligation de résultat. Donc en clair, qu'ils veulent voir une trajectoire, qu'un engagement à 2030, à 2040, à 2050, à une portée limitée s'il n'est pas assorti d'une trajectoire contrôlée par l'asset manager que nous sommes. Et c'est ce que nous avons fait en particulier en commençant par, typiquement, on a vu qu'avec 100 émetteurs, on investit dans plusieurs milliers d'entreprises, mais une centaine de ces émetteurs représentaient par exemple 80% des émissions de CO2 de nos portefeuilles. Et bien, avec ces 100 émetteurs, on s'est assis autour de la table pour vraiment, d'un commun accord, s'assurer que leur engagement n'était pas un engagement verbal pour 2050, qu'ils avaient bien une trajectoire, s'ils ne l'avaient pas déjà fait, pour sortir complètement du charbon d'ici 2030, qu'ils avaient bien une trajectoire pour montrer qu'on pouvait mesurer la crédibilité de leurs propos et donc ne pas être suspecté d'avoir fait un exercice, j'ai envie de dire, de cochage, où j'ai coché les cases pour passer sous une ombrelle finance verte, parce qu'effectivement, il y a une demande de nos clients, donc c'est dans l'intérêt de tout le monde d'être vu comme étant vert, mais s'il n'y a pas l'obligation de résultat assorti, à ce moment-là, même si réglementairement ils vont pouvoir échapper à l'accusation de greenwashing, parce que parfois ils vont y échapper, ils vont être vus comme tels par le client final et c'est dommageable du coup pour l'ensemble du système. Mais vous-même en tant que gérant, vous êtes contrôlé, vous êtes soumis à des contrôles multiples ou est-ce que c'est assez simple? Nous sommes soumis à des contrôles multiples, mais pour nous le contrôle le plus fort, c'est ce que je viens de dire, c'est celui du client. Oui. Car parfois on va être parfaitement en conformité, on aura bien enregistré nos produits, les fameux articles 8. La majorité aujourd'hui de nos produits sont article 8 compatibles, c'est-à-dire qu'ils sont bien en train de mesurer des critères ESG et de s'engager à avoir un niveau de ce point de vue extra-financier supérieur à la norme, à la moyenne. Mais nos clients attendent plus que ça. Et donc pour nous, le vrai contrôle ultime, c'est est-ce que nos clients obtiennent ce qu'ils souhaitent et est-ce qu'à la fin, au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, ils peuvent mesurer les résultats de notre politique dans leur portefeuille. Et c'est là où c'est beaucoup plus subtil. Mais ça suppose que les clients soient extrêmement compétents et formés, etc. Ils sont les juges ultimes, mais ils jugent de quoi? Vous savez, le principal risque aujourd'hui, on ne va pas se mentir,
c'est un risque de réputation. Donc le client, même si 100% de nos clients ne sont pas experts en la matière ou n'ont pas le temps ou n'ont pas les données pour porter un jugement, si par un consultant, par une agence de notation, par une ONG, ils savent mettre parce qu'ils seront ces accès aux données, ils mettront le doigt sur un cas où vous auriez été tenté, ce qui heureusement n'est pas notre cas, de juste avoir de bonnes intentions, mais sans tracer, j'ai envie de dire, cet engagement et ces résultats dans le temps. À ce moment-là, vous êtes exposé au principal risque qui soit, qui est d'abîmer votre marque et votre crédibilité. Et donc aujourd'hui, même sans avoir ce contrôle quotidien de tous nos clients, vous ne pouvez pas ne pas prendre cela très au sérieux. Je ne sais pas si Julie ou Antoine, vous avez, ou Pierre, des choses à répondre là-dessus. On a comme l'impression, moi en tant qu'animatrice simplement de la table ronde, de quand même ces contrôles qui se multiplient, des agents de notation spécialisés, des audits externes, des gendarmes boursiers. Ça semble un peu l'usine à gaz quand même. Non ? Mais je pense que, comme ça vient d'être très justement dit, hein, au-delà de la réglementation et de la menace policière, je pense que les entreprises qui publient leurs données environnementales de manière annuelle et cohérente protègent clairement et améliorent leur réputation et renforcent leur avantage concurrentiel. C'est prouvé, d'autant plus s'ils suivent et ils évaluent en fait les progrès réalisés, ce qui leur permet aussi, in fine, d'accéder à des coûts de capital plus faibles. Donc je pense que personne n'a un intérêt, en tout cas, à se soumettre à du greenwashing et au contraire, en fait, à favoriser la transparence. Et est-ce que BNP Paribas accorde justement des financements à des taux un peu plus avantageux pour les entreprises les plus méritantes? Est-ce que c'est quelque chose qui rentre dans les mœurs? Bien entendu, c'est ce qu'on appelle les crédits à impact positif. C'est notre activité de crédit aux entreprises qui se développe le plus rapidement. Et au total, là, on vient de présenter notre plan 2022-2025 et on a pris l'engagement d'accorder, alors il y a d'une part la partie obligataire et d'autre part la partie crédit, mais au total d'accorder ou de structurer 350 milliards d'euros de financement à impact positif, c'est-à-dire avec effectivement un avantage pour celui qui prend le crédit ou pour l'émetteur à partir du moment où il atteint des objectifs de développement durable. Donc je crois que ça c'est un élément qui est très important. Après, je pense qu'il faut qu'on visualise une chose, qui est que on a d'un côté l'objectif climatique et on a d'un autre côté l'acceptabilité de la transformation qu'on est en train de faire pour la société. Et nous, par exemple, on est une banque, on est à la fois un animal industriel parce qu'on finance l'industrie, mais aussi un animal social parce que les décisions qu'on prend ont des conséquences sur le social. Et donc, nous, on est en permanence en train d'essayer de comprendre quelle est la vitesse la plus rapide à laquelle on peut aller, tout en étant quand même dans quelque chose que la société va accepter, parce que si elle ne l'accepte pas, il y aura un retour en arrière et il y aura des risques. Et je pense que sur ce plan-là, c'est quand même très intéressant de constater qu'on est en train de passer de logiques dans lesquelles on s'intéressait exclusivement aux secteurs les plus émetteurs, type charbon, qu'il faut exclure sans aucune hésitation, ou d'autres activités de même nature, à une logique dans laquelle on dit, bon, bah, maintenant il y a une transformation, il y a des entreprises qui sont en train de faire cette transformation, on ne va pas forcément exclure telle ou telle activité parce qu'on a à la fois besoin de se déplacer, de se chauffer, de construire des maisons, etc. Mais on va essayer d'être de plus en plus sélectif pour accompagner les gens qui font véritablement la transformation. Donc je pense qu'il faut qu'on apprenne aussi à mesure que le sujet devient de plus en plus important, que la transformation touche de plus en plus d'entreprises, à être vraiment à côté de celles qui se transforment, à juger les gens sur leur trajectoire. Et c'est pour ça que c'est très important de prendre des points d'étape et d'être... enfin, nous aussi, c'est ce qu'on fait. Hein. On est vraiment maintenant dans une compréhension à la fois de ce que font nos clients entreprises tout de suite, mais aussi de leurs projets à court, moyen et long terme. C'est extrêmement important. Et je pense que ça demande vraiment au secteur financier de faire un effort supplémentaire
pour comprendre l'économie réelle et pour comprendre avec une très grande granularité les changements qui sont en train d'être faits par chacune des entreprises, que ce soit dans des entreprises dans lesquelles on investit si on est un asset manager ou auxquelles on prête ou pour lesquelles on structure des émissions obligataires si on est une banque. Je pense qu'il y a vraiment ceci va nous... Le mouvement qu'on est en train de faire ne peut marcher que si ça nous rapproche encore de manière beaucoup plus forte et effectivement pas du tout tick the box, mais vraiment d'une compréhension extraordinairement poussée de ce que sont en train de faire les entreprises dans lesquelles on investit pour le compte de nos clients ou auxquelles on prête. Vous venez de demander à Antoine, effectivement, s'ils offraient un taux a priori plus bas à l'acteur plus vertueux. Mais je pense que la force aussi, c'est que ce taux plus bas, il reflète une réalité qui est que le risque est plus bas. Il y a seulement 2 ans, nous avons vécu un choc avec un monde mis sous cloche. La consommation d'électricité a connu un effondrement sans précédent. Les capacités qui ont été fermées pour l'essentiel, c'était des capacités fossiles polluantes. Donc ça n'a pas été une baisse de consommation en Italie ou en France de 20% uniforme. Certaines usines hydroélectriques, non pas hydroélectriques justement, mais certains générateurs d'électricité très polluants ont été coupés. Et donc les investisseurs ont vu qu'on pouvait couper à 100% celle-là, alors que d'autres plus vertueuses continuent à fonctionner comme avant. Donc ça correspond bien à un risque réel plus élevé. Donc il y a heureusement une convergence, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on y arrive, c'est qu'il y a bien une convergence, ce n'est pas seulement un vœu pieux qui pourrait faire du bien à long terme. On voit bien que ça correspond à une réduction du risque et que ça renforce la robustesse du plan. Le malheur, c'est qu'on doit rallumer ces usines très polluantes aujourd'hui parce qu'on a besoin d'électricité. Mais effectivement, il y a 2 ans, on les a coupées, mais pas définitivement, malheureusement. Non, mais quand même, nous, par exemple, la banque, c'est un métier un peu plus long-termiste que les gens ne l'imaginent souvent. C'est-à-dire, nous, quand on prête à des gens, on a besoin qu'ils soient là dans pas mal d'années encore pour nous rembourser. Et effectivement, je suis tout à fait d'accord. Au fond, pourquoi on peut dire qu'on fait des taux plus bas à des entreprises qui ont des stratégies de décarbonation ou des stratégies de RSE extrêmement convaincantes que l'on va vérifier, etc. On peut dire que oui, on le fait parce qu'on pense qu'on a envie de faire une banque qu'on peut expliquer à nos enfants. Mais il y a un autre rationnel qui est effectivement beaucoup plus financier et qui est de dire que lorsqu'on est une banque, on facture le risque comme un élément du taux d'intérêt que l'on pratique et que comme l'entreprise en question génère un risque plus bas parce qu'elle s'adapte mieux à la société qui arrive, du coup, il est normal qu'on lui propose un taux qui est en baisse. Et sur les produits d'épargne, c'est un peu la même chose. Là aussi, il y a une demande du contrat même qu'on a avec le client qui est en train de changer. C'est-à-dire avant, en gros, quand on fait de l'épargne, on s'engage sur 3 facteurs qui sont le rendement, le risque et la liquidité. Aujourd'hui, il y a vraiment un 4e facteur qui est demandé par le client, qui est le niveau d'impact sur la planète et aussi sur la société. Et donc, mais c'est vrai ça, parce qu'on a du mal à le croire, que tous les clients... Non. Sur toute la croissance de notre collecte d'épargne aujourd'hui, elle se fait sur de l'épargne. Ah oui. Ah non, c'est extrêmement impressionnant. Vous posiez la question pour ouvrir ce débat de l'ampleur de ces encours aujourd'hui en disant mais les plus ciblés et les fameux 3% que vous mentionnez paraissent assez faibles par rapport à d'autres qui sont moins ouvertement. Mais en termes de taux de croissance, la corrélation est rigoureusement positive entre le niveau d'engagement et le niveau de collecte. Donc je vais tout à fait dans le sens qui vient d'être dit. C'est flagrant entre un fonds modestement, fortement ou très fortement engagé, la croissance est quasi exponentielle d'une catégorie à l'autre. Et là où il n'y a aucun engagement, la croissance est devenue négative. Aujourd'hui, il n'y a plus d'appétit de nos clients pour ces produits-là. Tant mieux. On a prononcé à 2 ou 3 reprises le mot taxonomie. Tout est bon dans la taxonomie, Pierre, et qu'est-ce que c'est que du positif, la taxonomie? Enfin, moi, j'ai pas d'avis sur positif ou pas positif. En fait, c'est une façon de classifier les choses. Donc, il y a beaucoup de sémantique derrière, parce que finalement, ce qu'on a voulu faire avec la taxonomie, c'est classifier en fait ce qui est green ou vert. Alors que le green ou vert, ça reste une couleur. Donc, c'est là où en fait, après, il y a beaucoup de débats autour de la sémantique. On va dire que du solaire, c'est green. Et moi, les panneaux solaires, quand je les vois, ils sont noirs. Et on va dire l'éolien, c'est green, mais elles sont plutôt blanches, les éoliennes. Et puis après, il y a eu beaucoup de débats sur le nucléaire. Donc en fait, je pense qu'au final,
si on essaie de classifier avec les mots que moi je préfère, c'est de dire qu'est-ce qui est bas carbone et qu'est-ce qui est moins bas carbone. Au final, on vit tous quand même dans une économie qui est interconnectée. Hein, donc, holistiquement, le monde, il fonctionne encore avec 80% de fossiles. Notre objectif collectif, c'est de réduire cette part du fossile dans la consommation. Et donc, c'est d'identifier les acteurs qui participent. Et donc, le gros avantage de la taxonomie, c'est qu'au moins, il y a une volonté de commencer à classifier les choses. La chose que j'aime moins, c'est la partie qui est liée à l'exclusion. Parce qu'au final, la transition, c'est pas forcément l'exclusion. La transition, c'est l'acceptation que le monde, il est tel qu'il est aujourd'hui. Et la transition, c'est la transformation de ce monde. Donc si on dit dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, ben en fait, tout ce qui est pas bien, on l'oublie, on l'exclut. Et puis tout ce qui est bien, on va investir dedans. Ben finalement, tout ce qui est pas bien, c'est pas parce qu'on arrête d'investir dessus qu'il disparaît, en fait. Juste, il continue avec d'autres acteurs qui, finalement, se fichent un peu plus de la taxonomie, qui disent ben moi, en fait, je vais aller récupérer ces actifs pour le faire. C'est pas parce que finalement les grandes banques sortent du charbon que le charbon disparaît. Les actifs sont encore existants. Donc en fait, les dynamiques, c'est quand même des dynamiques de transformation avec l'acceptation de la situation telle qu'elle est et de voir comment on réduit l'empreinte carbone. Le gros avantage de la taxonomie, c'est que quand même ça a pour valeur de commencer à bien définir et catégoriser les choses. Et puis associé à ça, si on va rejeter par exemple des initiatives comme les Science Based Target Initiative, donc on va dire là, une fois qu'on a classifié les choses, il y avait Antoine qui parlait aussi de segmentation et de direction de chaque secteur d'activité en termes de réduction. Et si on met une méthodologie en fait qui est alignée avec la science, ben là on commence à avoir un package qui est cohérent, qui nous permet de nous comprendre déjà entre nous lorsqu'on parle. Et puis c'est là que finalement on va commencer à réduire tous les risques, soit de manque de transparence, soit d'incohérence, parce qu'on commence à parler le même langage. Ça ne veut pas dire pour autant que tout est parfait dans ce qu'on a fait. En fait, on peut être en désaccord avec certaines parties. Donc, il y a eu des débats sur le nucléaire, sur le gaz, dans la taxonomie, etc. D'ailleurs, débat qui aujourd'hui s'efface un petit peu au vu de la situation, en fait, avec la dépendance de l'Europe sur les fossiles russes. Au final, il y a tout le monde qui commence à se réaligner aujourd'hui. Et ça, c'est assez intéressant, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Antoine, finalement, on en a parlé un petit peu, mais l'économie qu'on a envie de construire, c'est une économie de résilience. C'est ça la solution, par exemple, au risque climatique. Mais en fait, cette économie de résilience, c'est aussi la solution à une pandémie. Et c'est aussi la solution, en fait, à une coupure de fourniture de fossiles ou une déconnexion, en fait, qui est voulue demain vis-à-vis de la Russie. Donc, au final, les objectifs sont différents ou les raisons pour lesquelles on va agir sont différentes, mais par contre, les solutions sont exactement les mêmes. Lorsqu'on regarde, par exemple, le climat, en fait, ce que nous dit le GIEC, c'est qu'il faut diviser par 2 nos émissions de CO2. Et en Europe, on a un plan qui s'appelle Fit for 55, qui, pour le coup, est cohérent avec le traité de Paris, qui vise à réduire de 55% de nos émissions en horizon 2030. Qu'est-ce qu'il dit? Réduire la consommation d'énergie de 36% en horizon 2030, efficacité énergétique, monter la capacité renouvelable à 40%, donc pénétration du renouvelable, et déconnexion, finalement, de la voiture fossile avec une interdiction de vendre finalement des véhicules fossiles à horizon 2035, donc ce qui a complètement lancé la mobilité bas carbone en Europe dès lors que ça a été annoncé. Et ça divise par 2 nos émissions de CO2. En fait, il y a aujourd'hui une situation qui fait que tout le monde se rend compte collectivement qu'environ 40% de l'énergie, de manière holistique, donc si je rajoute le gaz, c'est environ 40%, le pétrole c'est 30% et le charbon c'est 50% qui vient de la Russie. Donc il y a un problème, et donc tout le monde se rend compte, oula, on a un problème, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, il y a des solutions d'urgence à mettre en place, c'est-à-dire qu'il faut faire pivoter un petit peu notre supply de gaz. Et ça a les limites des infrastructures, et en fait, ça sera limité ici. Il faut reconstituer en fait nos réserves de stock de gaz. Et ça, c'est ce que les gens sont en train de faire actuellement. Et après, tout de suite, qu'est-ce qu'on dit? Mesure de sobriété. Alors là, c'est assez intéressant parce que la sobriété, en fait, dans le cadre du climat, habituellement, on va nous parler d'acceptabilité du public. Ah oui, mais est-ce que les gens veulent réellement réduire leur thermostat? Tout d'un coup, lorsqu'on n'a plus accès au gaz russe, en fait, il devient normal de réduire son thermostat. Donc là, il y a quelque chose de sociétalement qui, je pense, est à creuser. Et puis ensuite, c'est l'efficacité énergétique qui est directement, finalement, capable d'être mise en place. Et puis, c'est le renouvelable. Et puis, c'est la mobilité bas carbone. Donc, en fait, les solutions, c'est exactement les mêmes. Sauf que maintenant, on rentre dans un plan qui s'appelle REPowerEU,
qui est un plan accéléré qui vise à réduire de 80% la dépendance de l'Europe au gaz russe dans les 12 prochains mois et qui vise finalement à être complètement déconnecté des fossiles russes à horizon 2027. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on accélère en fait le plan Fit for 55 pour d'autres raisons que le climat, parce qu'on a un problème géopolitique, mais exactement avec les mêmes recettes. Si on regarde notre dépendance au gaz russe, c'est 40%. Si on regarde le plan Fit for 55, c'est à horizon 2030, avoir 40% renouvelables. On voit bien que si on fait le plan Fit for 55, on se déconnecte du gaz russe. Donc, encore une fois, faire un monde en fait qui est plus résilient. Et ce monde-là, en fait, par nature, il répond beaucoup mieux à tout stress qu'on pourrait avoir, qu'il soit en fait géopolitique, sociaux ou bien climatique. Julie, la taxonomie, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je partage pas à 100% ce que Pierre vient de dénoncer. En fait, donc, elle est absolument nécessaire. Je pense qu'on a besoin de définition. Ça, c'est un des grands challenges, en fait, pour rendre la finance, pour faire perdurer, en tout cas, et continuer à faire croître la finance durable. On doit savoir de quoi on parle. Donc, c'est hyper important, effectivement, d'avoir cette classification ou ce dictionnaire, quelque part, qui reprend les activités économiques qui sont considérées comme éligibles ou pas. Mais ce qui est important, peut-être, de souligner, et c'est là que je ne suis pas 100% alignée, c'est qu'elle inclut aussi une transition. Donc, ce n'est pas parce qu'on est inclus ou pas aujourd'hui, ou on est éligible ou pas à la taxonomie aujourd'hui en 2022, qu'on le sera encore en 2025, si jamais on ne fait pas les efforts nécessaires pour justement permettre cet alignement. Donc là, je pense qu'un élément qui a quelquefois en fait été un petit peu sous-estimé, il y a une transition, elle n'est pas green or brown, elle est pas en tout cas binaire, et elle inclut effectivement quand même la possibilité pour ces activités économiques qui sont reprises dans la taxonomie et qui sont partielles, tout n'est pas repris malheureusement, qui doivent transitionner et doivent démontrer en fait ce qu'elles entreprennent pour pouvoir en fait être alignées à des activités qui seront au fur et à mesure en fait considérées comme acceptables si elles ont entrepris les efforts nécessaires. Le grand challenge de la taxonomie, pour moi, il résulte plutôt du fait qu'il existe une multitude de taxonomies, et pas seulement la taxonomie européenne, ce qui conduit à une fragmentation du marché. Et ça, je trouve ça très dangereux. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la Commission européenne avait commencé à travailler ensemble avec la Chine à la définition d'une base commune, la fameuse Common Ground Taxonomy, une base commune mondiale, pour que les investisseurs, qui sont par définition internationaux, même s'ils sont domiciliés en Europe, rien ne les empêche d'investir dans d'autres titres, qui sont émis en fait dans d'autres juridictions et sujets à d'autres standards. Et pour autant, quand ils doivent se soumettre à leurs obligations de reporting en Europe, et notamment, par exemple, en vertu des CFDR, de démontrer en fait quel est l'alignement à la taxonomie, mais c'est à la taxonomie européenne qu'on se réfère, et pas à la taxonomie japonaise ou à la taxonomie UK. Et c'est là qu'en fait, je regrette un petit peu, fortement même, cette fragmentation du marché qui pourrait conduire quelque part à une incompréhension et à des difficultés, à une complexité qui va alors ralentir le tout, alors que depuis le début de cette table ronde, on est tous convaincus, je pense, de la nécessité, au contraire, d'assurer une mobilisation forte et une rapidité avec laquelle on doit transitionner. Juste un mot. Oui, pourquoi ceci est très important? Parce que tout ce dont on parle, ça repose quand même énormément sur des conventions et sur des normes. Et par exemple, la taxonomie, elle définit exactement ce qu'est l'hydrogène vert. Elle définit exactement ce qu'est un véhicule vert. Bon, et donc, à un moment, ces définitions, elles vont embarquer des transformations industrielles. C'est-à-dire que quand on va faire de l'hydrogène vert, on va faire de l'hydrogène vert qui répond aux exigences techniques de la taxonomie. Quand on va faire un véhicule vert, on va le faire qui répond aux exigences techniques de la taxonomie. Et donc, ça va effectivement être très compliqué pour le monde réel, pas seulement pour la finance, mais pour le monde réel, de s'adapter si les normes sont différentes. C'est tout simplement, à un moment, c'est un sujet financier, mais c'est aussi un sujet industriel. Absolument. Donc l'heure tourne et j'ai envie quand même de conclure sur un thème qui n'est pas forcément très drôle, mais est-ce que la guerre va accélérer, freiner tout ce qui est de finance durable? Parce que c'est vrai qu'on est obligé de rouvrir des activités très polluantes. Est-ce que tout d'un coup on se rend compte qu'il ne faut peut-être pas arrêter de financer des activités polluantes? Comment est-ce que la guerre va jouer sur cette finance, le climat et ce qui la finance? Nous en sommes en fait totalement convaincus, même si ça peut paraître contre-intuitif à court terme. Comme vous le disiez, à court terme, le fait de faire flamber le prix du pétrole, par exemple, pour ne prendre qu'une illustration, pourrait dire que ça renforce la rentabilité instantanée d'un groupe
purement pétrolier, qui n'est pas forcément très vert. Mais en réalité, ça rend aussi beaucoup plus profitable des investissements dans les énergies renouvelables. Et surtout, il faut revenir aux notions de base. Quand on parle d'investissement socialement responsable, on pense pour nous qu'il faut s'attacher à ce qu'est un investissement durable. Et pour nous, ce qui est durable, c'est ce qui est profitable et désirable. Avec ces niveaux de prix des matières premières bien plus élevés, en réalité, on rend plus que jamais profitable des énergies alternatives. Et avec cette tension, cette menace, ce chantage quasiment dont on réalise l'importance pour des populations typiquement européennes ou d'autres pays, il devient désirable d'être plus autonome, et quand on n'a pas de pétrole, plus autonome en utilisant d'autres énergies ou faisant d'autres économies. Donc on répond plus que jamais au cahier des charges pour avoir un plus grand appétit à moyen et long terme, et par construction c'est du moyen et long terme, pour l'investissement durable. Vous partagez tous cette opinion. Pierre, vous parliez un peu de sobriété obligée, donc ça accélère plutôt la marche vers le vert, vers le green, non? Ah oui, enfin, pour moi, il y a une accélération extraordinaire et surtout une dynamique qui change d'un point de vue en fait, du consommateur final. Moi, ça fait 20 ans que je travaille sur le secteur de l'énergie, enfin, j'ai fait que ça en fait, toute ma vie. Et en fait, si vous voulez, quand on faisait de la décarbonation en 2018, on commençait à répondre à une demande qui venait finalement de gros industriels qui disent « je veux rentrer dans un plan de décarbonation ». Donc, quelles solutions existent? C'est l'efficacité énergétique, c'est un peu renouvelable, etc. C'est un petit peu la volonté. Aujourd'hui, et très rapidement, on a maintenant les consommateurs finaux, donc les CEO d'entreprise ou bien les directeurs financiers qui arrivent et qui font face à une flambée du prix énergétique qui met carrément en fait en difficulté leur business à eux. Et la première question qui se pose, c'est comment je réduis ma facture énergétique. La première réponse qu'ils trouvent, c'est en fait si je fais de la sobriété ou de l'efficacité énergétique, c'est ce qui est activable le plus rapidement. Donc en fait, mécaniquement, avoir un prix de l'énergie qui augmente beaucoup, c'est avoir un retour financier sur toute solution qui vise à faire de l'efficacité énergétique qui sont gagnées. Alors l'efficacité énergétique, ça commence par exemple, mettre de l'isolant autour de ces usines, hein, changer les portes, changer les fenêtres. Voilà, on parle vraiment de choses qui sont low-tech. Et ça, c'était un truc qui avait des retours qui sont assez faibles. Dans la dynamique actuelle, en fait, les retours, ils sont multipliés. Donc là, il y a plein de gens tout d'un coup qui s'y mettent. Et puis après, sur la partie énergétique, il y a une nouvelle vision qui se met en place. Et ça, en fait, j'avais jamais vu ça jusqu'à présent. C'est qu'aujourd'hui, il commence à y avoir l'idée que peut-être être connecté sur la grille électrique, c'est pas si sûr que ça. Et donc la solution solaire qui avant était je vais faire de l'énergie propre et puis je vais injecter sur le réseau, il y a beaucoup de gens qui réfléchissent à l'autoconsommation et qui commencent à se dire mais en fait c'est un investissement qui me fournit de l'énergie, il est en autoconsommation, entre guillemets, j'ai une source d'énergie à moi qui m'est dédiée puisque c'est moi qui l'autogénère en réalité. Et puis, j'ai un contrôle sur combien ça coûte, parce que finalement, c'est un investissement que je fais, et cet investissement, ben, en fait, il fixe le prix d'énergie. Et donc là, on répond à une deuxième chose qui est sécurité en fait, de l'alimentation d'énergie, plus fixation du prix, avec une vision, on va dire, plus long-termiste, comparativement à ne serait-ce qu'il y a un an. Il y a un an, en fait, toutes les personnes voyaient plutôt un prix d'énergie assez bas. Voilà. On sait donc, en fait, faire un investissement dans le renouvelable, c'était pas super. Parce que le prix long terme de ce qu'on avait accès sur la grille, c'était plutôt bas. Aujourd'hui, en fait, il y a plutôt une vision que le prix long terme est plutôt haut, voire très haut, avec la volonté en fait de sécuriser des sources énergétiques. Donc là, il y a une demande en fait qui explose complètement avec une accélération très forte. Et après, je reviendrai sur le point qui a été dit en disant voilà, en fait, aujourd'hui, on doit recommencer à démarrer des énergies qui sont plus détrimentales à l'environnement à cause de la guerre. En fait, la réalité, c'est plutôt le contraire. C'est parce que, en fait, notamment en Allemagne, on a arrêté le nucléaire et qu'on a augmenté notre dépendance finalement collective au gaz russe et aux fossiles, parce que finalement, pour bridger le nucléaire, il a fallu redémarrer du fossile. Et je rappelle, la moitié du charbon qui est utilisé par l'Allemagne, il est importé, et la moitié du charbon importé en Europe, il vient de la Russie aussi. Donc en fait, on se retrouve en ayant fait le choix en fait du fossile en Europe, alors que l'Europe n'est pas en fait un continent qui produit. Aujourd'hui, il y a 60% du pétrole qui est importé en Europe. C'est la mer du Nord qui alimente l'Europe. Et en fait, cette mer du Nord, elle est plutôt en déplétion. Donc
cette quantité est en train de baisser. Et si jamais on l'enlève, on a 96% dépendance sur l'extérieur. Donc en fait, la réalité, c'est que notre situation de faiblesse actuelle aujourd'hui, elle est liée à des choix en fait qui ont été pris il y a quelques années, qui nous ont remis en fait avec plus de dépendance fossile, parce qu'on avait oublié que en fait le contexte géopolitique il est parfois compliqué. Donc en fait la pandémie avait déjà été un premier choc, la guerre est un deuxième choc qui risque en fait d'accélérer la marche vers la résilience. Merci beaucoup pour cette table ronde qui était vraiment passionnante. Merci à tous et je passe le micro à Rémi Godot pour le débat suivant. Chine, États-Unis, Ukraine, vers le désordre financier. Je pense que c'est une question. On attend la réponse. Merci à tous. Merci à Muriel Motte et à ses invités. Et donc je vous retrouve pour la dernière table ronde de cette deuxième journée de webinaire que l'Opinion organise avec Luxembourg for Finance. Nous allons parler de la Chine maintenant, de ses relations avec les États-Unis, de son poids dans l'économie mondiale après le conflit ukrainien. Et je vous propose tout de suite, pour planter le décor, de regarder ces quelques images. Si les yeux du monde restent tournés vers la situation en Ukraine, le véritable enjeu des prochaines années repose sur les relations entre les États-Unis et la Chine. Washington et Pékin rivalisent notamment en termes d'influence dans le monde. Selon le Lowy Institute, la Chine a dépassé les États-Unis en termes de présence diplomatique dans le monde, avec 276 représentations contre 273. Sous la houlette de Joe Biden, les Américains brandissent l'arme des valeurs et tentent de rassembler autour d'eux une coalition des démocraties dans le but d'isoler les pays autoritaires. Mais la Chine n'est pas en reste et utilise son dynamisme économique et sa puissance technologique pour renforcer sa présence sur tous les continents. Le principal point de crispation entre les deux premières puissances de la planète concerne Taïwan. Pour les Chinois, il s'agit d'une partie inaliénable de leur territoire et l'île devra un jour ou l'autre être réunifiée au continent. Aux yeux des Américains, qui voient dans le désir des Taïwanais à rester hors de la sphère chinoise un excellent moyen de pression sur Pékin, il semble indispensable de le soutenir, au risque cependant de créer une situation explosive autour du détroit de Taïwan, en plus des tensions existantes en mer de Chine méridionale. Avec 778 milliards de dollars de dépenses militaires prévues en 2022, les États-Unis devancent largement la Chine, dont le budget est évalué à 252 milliards de dollars. Face aux efforts des États-Unis en faveur d'un isolement de la Chine sur la scène internationale, celle-ci semble déterminée à favoriser un repli sur soi économique dont la plus récente expression est la politique de prospérité commune. Elle vise à réduire les inégalités dans le pays et à accompagner le développement du marché intérieur, mis en branle au cours des 3 dernières années. Au fond, comme l'a montré la crise ukrainienne, c'est une logique de bloc qui se construit sous nos yeux, avec d'un côté le monde dit libre et de l'autre celui des régimes autoritaires. En conséquence, l'affrontement pourrait bien être au cœur des rapports sino-américains au cours des prochains mois, le temps de trouver un équilibre acceptable par chacune des parties. Voilà, donc je vous propose maintenant de décrypter cette logique de bloc. Quelle sera la place de la Chine en 2022 ? Comment évoluera son différend avec les États-Unis ? Quel rôle jouera-t-elle dans le conflit avec l'Ukraine ? Pour parler de tous ces sujets, je suis ravi de recevoir sur le plateau de l'Opinion Pierre Blanchet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Head of Investment Intelligence chez Amundi. Et puis en direct de Hong Kong, David Bavrez, investisseur à Hong Kong, auteur, chroniqueur à l'Opinion. Bonjour David. Bonjour. Ça marche très bien. Peut-être une première question un peu sur la situation de la Chine, sur sa position géopolitique. Hier, Pékin a utilisé pour la première fois le mot de guerre. Et j'entendais Dominique de Villepin ce matin qui nous expliquait que finalement, le point central de ce qui est en train de se passer, c'est moins de savoir ce qui va se passer en Ukraine avec la Russie que de connaître la position de la Chine vis-à-vis de la Russie, de la Russie, parce que c'est ça l'élément clé. La décision de la Chine rebattra les cartes de la géopolitique. Vous êtes d'accord avec ça, David ? Ben oui, on change de monde et vous savez, le monde dans lequel on a vécu avec des États-Unis qui sont le gardien et arrangeur de la paix, ben aujourd'hui, les regards doivent se tourner vers Pékin.
Et on ne se tourne pas suffisamment par Pékin, on ne se tourne pas suffisamment vers Pékin. Un bon exemple est le titre de notre table ronde. Parce que, Rémi, je reconnais dans ce titre votre optimisme légendaire. Parce que quand vous mettez un point d'interrogation vers le désordre financier, point d'interrogation, moi qui suis à Hong Kong où le marché a fait moins 40% dans les 12 derniers mois, on y est déjà dans le désordre financier. Et on y est parce que la Chine affronte aujourd'hui 4 crises concomitantes. La crise du Covid qui est toujours là, donc la crise sanitaire, la crise géopolitique, on va y revenir, mais également une crise immobilière qui est d'une magnitude similaire à celle du subprime aux États-Unis en 2007-2008, et puis enfin une crise réglementaire avec une attaque frontale du secteur privé depuis bientôt 9 mois. Donc, vous savez, en matière de désordre financier, vous ne serez jamais mieux servi que par la Chine aujourd'hui. Pierre, vous partagez cette analyse, vous êtes en train de revoir tous vos scénarios? Alors on revoit les scénarios, c'est normal puisque le conflit évolue et c'est vrai que la donne change pour une part puisque le chemin de la paix, en tout cas si on peut l'espérer, passe aussi par Pékin et probablement beaucoup par Pékin. Alors pour des raisons d'abord assez économiques et pratiques puisque c'est un partenaire économique de la Russie. On sait que, et on l'a vécu il y a quelques mois en Europe, une partie du gaz russe a été en fait livrée en Chine. La Chine en a besoin pour faire sa transition énergétique. Donc ça, c'est un peu du passé, mais c'est quand même un sujet important. Et puis aussi parce que le poids économique de la Chine est quand même clé. Et puis enfin parce que ce qui était décrit dans le film, c'est-à-dire en fait un monde désormais multipolaire, il faut penser maintenant effectivement l'impact de ce peuple continent, cette civilisation qui a décidé aussi de se protéger et d'appliquer, en tout cas de prendre, que sa vue soit prise en compte. Donc nous, notre scénario chez Amundi, c'est pas que la Chine rentrera en conflit, bien évidemment. On pense même pas que la Chine livrerait des armes comme ça a été discuté la semaine dernière. On pense en revanche qu'il est probable qu'ils fassent entendre leur voix. On ne peut pas non plus imaginer qu'ils considèrent que le conflit doit être arrêté avec des communications très agressives. On peut en revanche imaginer qu'ils mettent du temps en fait à se mettre au clair sur ce qu'ils veulent faire. Donc c'est une période assez brouillée en fait. Et oui, bien sûr, la Chine est clé dans ce processus. David, je crois que vous avez écrit que la Chine pratiquait un peu un double langage. Est-ce que ça peut tenir vis-à-vis de sa position avec la Russie? Est-ce que ça peut tenir longtemps? Je crois surtout qu'il ne faut pas se tromper dans l'interprétation de cette guerre. Et je veux dire, moi, depuis Hong Kong, pour moi, ce n'est pas une guerre locale. Ce n'est pas une guerre entre la Russie et l'Ukraine. C'est une guerre mondiale. C'est le début de la Troisième Guerre mondiale entre les États-Unis et la Chine. J'ai écrit dans mon dernier livre, Chine-Europe, le grand tournant, ma crainte était que l'Europe soit yéménisée. C'est-à-dire que, de même que l'Arabie saoudite et l'Iran se battent non pas chez eux, mais au Yémen, que la Chine et les États-Unis livreraient cette nouvelle guerre mondiale en Europe. Et c'est exactement ce qu'on voit. Et la raison, donc ça mène à un désordre militaire qui, à mon avis, va être résolu relativement rapidement. Et je ne suis pas du tout expert militaire, mais je fais juste du business. L'issue actuelle sert les intérêts à la fois des États-Unis et de la Chine. Les États-Unis vont remplacer la dépendance énergétique de l'Europe à la Russie par une dépendance énergétique aux États-Unis. Les États-Unis sont le premier exportateur de LNG. Donc les 15 milliards de dollars qu'ils mettent dans cette guerre, le payback est garanti très très rapidement. La Chine va annexer la Russie. La Russie ne va pas annexer l'Ukraine, c'est la Chine qui va annexer la Russie, en étant le seul débouché de son énergie. Et ça peut être fait que sous une Russie dirigée par Poutine. Et voilà pourquoi plus le combat dure, plus Poutine peut être déstabilisé, plus les Chinois ont intérêt à ce que cette guerre soit résolue rapidement. Donc en fait, la grande leçon, ça n'est pas une guerre régionale, comme on le croit, ce n'est pas une guerre locale, c'est le premier affrontement de cette troisième guerre mondiale entre les États-Unis et la Chine. Aujourd'hui, il y a une commonalité d'intérêts entre les deux, qui est de piller l'Europe, l'LNG américain d'un côté, l'énergie russe de l'autre qui va finir entre les mains des Chinois. La grande crainte, c'est ce à quoi il faut se préparer, c'est le prochain affrontement où leurs intérêts
n'arriveront plus à converger. Alors, on est là pour essayer de dresser les perspectives de 2022, mais je pense que c'est important de faire un petit retour en arrière. Il y avait cette fameuse politique de prospérité commune qui était un des grands axes affichés par Pékin. Est-ce que la situation actuelle la remet en cause? Alors déjà, quelle était cette politique? En quoi elle était plutôt favorable au marché? Et est-ce qu'elle est remise en cause, Pierre? Alors, je pense qu'elle n'est pas remise en cause, parce qu'évidemment, il y a des ajustements, des contraintes qui varient, mais l'objectif politique, social, économique est assez clair. Il dépasse très largement en fait, l'horizon des quelques années ou des trimestres qui sont généralement ceux du marché financier. En fait, si on regarde, et comme ça a déjà été dit, en fait, il y a eu la volonté de transitionner en fait, cette économie qui était basée sur finalement les infrastructures, l'urbanisme financé par des exportations, de transitionner ça sur une économie de services, une économie finalement plus financière aussi, qui ressemble plus à nos économies. Et pour ce faire, il y a un certain nombre d'ajustements, dont une partie de la changement réglementaire. La Covid a quand même arrêté pour une part en fait, ce mécanisme. Et 2021, c'était quand même l'année de la grande reprise en main, puisqu'on a eu, comme ça a été cité, un changement réglementaire sur les sociétés d'Internet, en fait sur d'autres secteurs économiques dans leur entièreté, comme par exemple l'éducation. Il y a aussi, il ne faut pas le négliger, en fait, un réajustement important du marché de l'immobilier avec l'application de règles prudentielles, probablement pour éviter que tout ceci se transforme en fait en crise systémique. Alors je ne sais pas si c'est la crise de subprime aujourd'hui auquel la Chine doit faire face, mais c'est quand même effectivement un risque important. Donc ça a été fait, et c'est aussi pour ça que le marché des actions chinoises a fortement chuté. Il y a eu d'autres phénomènes encore plus directement impactants, comme par exemple le blocage finalement des investisseurs étrangers qui utilisaient les supports des ADR ou d'autres en fait, supports financiers. Et donc en fait, ça c'est quand même beaucoup 2021. Et un ajustement qui était probablement aussi nécessaire pour recaler, en fait, finalement, pour réaligner, je pense, les intérêts des grands groupes chinois avec les intérêts des autorités chinoises, en particulier du Parti communiste chinois, pour pouvoir ensuite vraiment lancer cette politique de prospérité commune. Alors, d'un point de vue économique, en tout cas telle qu'elle est présentée, nous, on considère que la politique de prospérité commune, c'est plutôt une bonne chose. En fait, finalement, ça revient à créer une classe moyenne beaucoup plus importante. La Chine, si vous vous souvenez, a déclaré qu'elle avait gagné sa lutte contre l'extrême pauvreté. Là, son objectif, en gros, si on prend quelques chiffres, c'est de faire passer plus de 400 millions de personnes au niveau en fait, de classe moyenne, donc de multiplier par 3 leurs revenus sur un horizon qui est finalement assez court. Donc, d'un point de vue de l'investissement, ça veut dire autant de consommateurs, ça veut dire autant en fait, d'opportunités de business. Après, c'est sûr qu'elle se fait plus ou moins dans la douleur, et comme l'a rappelé M. Bavrez, évidemment, le marché d'actions qui est en forte chute. Alors, je dirais que ça, c'est un peu la perspective, mais il faut avoir en tête que quand même l'objectif, c'est certainement pas de casser le modèle économique, voire même l'économie chinoise, loin s'en faut. Et les annonces des derniers jours, en fait, le prouvent. Des annonces qui ont clairement indiqué qu'il y avait une nécessité de relancer la croissance, d'aider quand même le secteur immobilier et de faire revenir les investisseurs. Donc, comme toujours en Chine, en fait, il y a un objectif de long terme et il y a un pragmatisme en fait, de court terme, d'adaptabilité, d'agilité face au contexte. Et c'est ce qu'on est en train de vivre. Donc, je ne pense pas que cette politique va être stoppée, bien loin s'en faut. David, la politique de prospérité commune, vous la voyez devenir quoi ? Alors moi j'ai une approche très différente. Je ne crois pas du tout à la propagande gouvernementale contre les inégalités, parce qu'il n'y a aucune mesure prise contre les inégalités, il n'y a pas de réforme fiscale. À l'inverse, il y a le contrôle de l'État du secteur privé. Donc il y a une première attaque en 2018 qui a duré 6 mois. En 2021, on recommence, c'est 9 mois. C'est beaucoup plus violent que la première. Donc pour moi, il y a un signal très fort qui est envoyé que Xi Jinping veut prendre le contrôle du secteur privé, qui va être le thème de son 3e mandat. Ça a une implication très importante pour tous les PDG européens et tous les investisseurs européens qui nous écoutent. Prenez la plus grande nouvelle de cette semaine, c'est quoi ? C'est un plan de semi-conducteurs européens de 80 milliards d'euros avec 40 milliards d'euros de subventions étatiques.
Ça complète 50 milliards de dollars de subventions américaines pour faire du reshoring des semi-conducteurs. Donc l'Occident est obligé de mettre 100 milliards de dollars sur la table pour juste essayer de reprendre en partie le contrôle de l'industrie des semi-conducteurs. Donc il y a, si vous êtes PDG en Europe, vous êtes réveillé il y a 2-3 semaines en disant « je viens de perdre tout mon business en Russie ». Il se trouve que c'est 1 ou 2%, donc c'est pas grave. Ce à quoi nous avons tous été surpris parce que nous n'avons jamais cru à la guerre de Poutine. Là, on voit de la part de la Commission européenne, pour une fois elle est visionnaire, et elle dit nous devons nous organiser pour le decoupling qui va arriver au cours des prochaines années où le monde va être divisé en deux. On voit bien que la Chine va se séparer du reste du monde et donc nous devons construire une supply chain alternative. Et donc, ce que nous voyons aujourd'hui dans les semi-conducteurs qui coûtent 100 milliards, c'est exactement, prenez l'exemple de l'Allemagne, pour comprendre. L'Allemagne était le grand gagnant de la décennie 2010. Pourquoi? Parce qu'ils ont sous-traité tout ce qu'ils ne voulaient pas. C'est-à-dire, la défense aux US, ça craque. Ils sont obligés de mettre 100 milliards sur la table. L'énergie à la Russie, ça craque. On est obligé de faire un plan européen qui va coûter des dizaines, voire des centaines de milliards pour sortir de cette dépendance. Et la troisième sous-traitance de l'Allemagne, c'était la fabrication en Chine. Et ça, l'Europe est en train de découvrir qu'il ne faut pas qu'elle se fasse surprendre, comme en matière de défense, comme en matière d'énergie, et il faut qu'elle travaille. Et donc, il y en a pour 5 à 10 ans, parce que les semi-conducteurs, l'annonce de Thierry Breton, l'usine d'Intel, elle commence à fabriquer à partir de 2027. Donc en fait, il doit y avoir une panique dans tous les conseils d'administration européens en disant comment faisons-nous pour ne pas tomber dans le piège. La Russie, c'était 1% du PNB, la Chine, c'est 20%. Donc le jour où il y a un problème sur Taïwan, ou un autre entre États-Unis et Chine, sur lequel nous n'aurons aucun levier politique, il faut que nous nous préparions déjà à construire notre supply chain alternative. Donc, en tant qu'investisseur, il faut vous attendre à une augmentation du CAPEX très importante de sociétés industrielles qui vont être obligées de construire une seconde ligne de production partout, alternative. Et à l'inverse, compte tenu de la stagflation qui va en découler, puisque nous allons augmenter les prix de l'énergie et des matières premières, nous allons augmenter le prix de la défense, nous allons augmenter le prix des supply chains, eh bien, il faut s'attendre à un très fort choc sur la consommation et naturellement des troubles sociaux si ça n'est pas géré politiquement. Donc la décennie qui s'annonce est naturellement un grand défi pour l'Europe. L'argent des investisseurs étrangers commence à quitter la Chine ou c'est marginal, ça s'accélère? Pierre? Alors, ça a toujours... Ah, pardon, allez-y David. Oui. Non, je t'en prie, allez-y. Alors Pierre? Non, mais ça, c'est un fait, puisque quand la bourse perd 40%, voilà, il y a une partie qui était de l'argent international. Après, est-ce que c'est définitif? Je ne serais pas aussi catégorique que ce que vient de dire M. Bavret. Je pense que le sujet, par exemple, des semi-conducteurs, c'est le sujet en fait de l'autosuffisance, en fait, de l'autonomie stratégique dans des moments clés. C'est un sujet qui est finalement assez connu, c'est-à-dire que les travaux de la Commission européenne sur ces sujets, ils ont plus de 10 ans. Le premier papier vraiment structuré qui identifie les 150 produits pour lesquels on a une dépendance forte, dont les semi-conducteurs, en fait, c'est des travaux qui sont déjà en place. Alors, évidemment, il y a un déclencheur, et c'est la Covid. En fait, ce n'est pas la guerre en Ukraine. C'est le blocage en fait, des chaînes de production qui ont amené à bloquer finalement, pour une valeur de pièces de $1, des usines qui livraient des Mercedes à plusieurs dizaines de milliers de dollars. Mais il y a une immense différence entre assurer son autosuffisance en phase critique versus être totalement autonome. Et l'autonomie complète économique de l'Europe n'a absolument aucun sens. Ça serait une allocation sous-optimale de nos ressources, mais aussi des ressources des Chinois et des Américains. Et je pense qu'il ne faut pas non plus imaginer que même si on rentre dans un monde de sphère d'influence, même si la Pax Americana a l'air d'avoir du plomb dans l'aile, aujourd'hui elle n'est quand même pas morte. Tous ces processus prennent des années, voire des décennies.
Et par ailleurs, il y a toujours aussi un intérêt d'allocation optimale des ressources. Donc oui, on va investir 100 milliards d'euros dans les usines de semi-conducteurs, et c'est une bonne nouvelle, puisqu'on se rend compte que le coût économique du blocage des chaînes de production, en fait, est bien supérieur à 100 milliards d'euros. Est-ce qu'on va monter en Europe une industrie qui sera à 50% du marché des semi-conducteurs dans le monde? Non, parce que ça n'a en fait aucun sens. Et en fait, on peut appliquer le raisonnement sur plein d'éléments. Il y a des contraintes fortes, c'est les choses qu'on n'a pas. C'est-à-dire qu'on n'a pas de pétrole en Europe et on est obligé de l'utiliser. La bonne nouvelle, c'est qu'on fait la transition énergétique. Donc oui, il y a des contraintes géostratégiques, mais je pense qu'il y a surtout une énorme opportunité d'investissement pour les Européens en Europe. L'autonomie stratégique de l'Europe, c'est une opportunité d'investissement. Alors certes, peut-être avec des prix plus élevés, certes avec des retours qui sont incertains, mais ça fait plus de 20 ans qu'on n'investit pas en fait dans la zone euro et dans l'Union européenne en général, malgré tous les plans qui ont été mis en place. Et donc voilà, c'est ça aussi l'histoire de cette décennie. Je ne suis pas sûr que ça soit forcément quelque chose d'extrêmement négatif, en tout cas du point de vue des investisseurs. David, le retour de la logique des blocs, ce n'est pas la fin de la mondialisation? Non, mais il va y avoir une reglobalisation. Il n'y aura pas que du reshoring, il y aura une reglobalisation. Donc la stratégie des entreprises, c'est ce qu'on appelle le China Plus One. C'est-à-dire que vous devez toujours négocier avec la Chine en rapport de force. Et donc, l'alternative, ça va être, pour les Américains, ça va être Mexico. Pour nous, ça va être l'Asie du Sud-Est. Et on est obligé de réorganiser. Et si vous êtes le PDG d'une multinationale européenne, vous ne pouvez pas dire j'ai vu qu'un marché qui est juste 1% du PNB mondial s'écroule du jour au lendemain et je n'ai pas à agir, je n'ai pas à anticiper ce qui va se passer dans d'autres régions. Donc il va y avoir et pour nous investisseurs, vous avez tout à fait raison de dire que c'est une fantastique opportunité d'investissement là où il y a eu beaucoup de sous-investissements et en général, ça a été le diktat de l'ESG, du RSE des 10 dernières années qui a fait qu'un certain nombre de secteurs ont eu un sous-investissement massif. Le secteur pétrolier est un exemple évident, mais il y en a plusieurs. Mais j'insiste sur le fait que pour les investisseurs, nous allons avoir un choc de stagflation qui va être beaucoup plus violent que 73-75, auquel on se réfère d'habitude, parce qu'à l'époque, c'était seulement le pétrole. Là, nous avons non seulement les commodities, donc l'énergie et les matières premières, mais nous avons également un choc de dépenses de défense, nous avons également ce choc de réorganiser les supply chains, et pour moi, naturellement, investisseur en actions, c'est une source d'idées d'investissement, mais à l'inverse, là où je serais très prudent, c'est toute la partie fixed income, où je crois qu'on va avoir une inflation qui va être beaucoup plus élevée que prévu. Je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste, mais enfin, ça va être du mid-single digit, comme on dit en anglais, donc autour de 5%. Et les taux ne peuvent pas remonter à 5% quand on a 300% de dette sur PNB. Donc en fait, de toute façon, il faut que cette crise, il y ait quelqu'un qui paye, parce qu'il y a un coût de la crise et quelqu'un doit le payer. Et je pense que ça risque d'être le marché fixed income, où on va voir les taux, la remontée des taux en fait beaucoup moins forte que prévu, et où on va rester en taux réels, ce qu'on appelle les taux réels négatifs, c'est-à-dire les taux moins l'inflation. Et donc, si vous êtes épargnant et que vous laissez votre argent en obligation sur le marché fixed income, eh bien, vous n'allez pas couvrir l'inflation et vous allez être ruiné. Et je pense qu'à l'inverse, la manière de vous protéger, c'est de vous mettre en action dans les sociétés qui vont bénéficier, à l'inverse, qui vont être du côté des pelles et des pioches qui bénéficient de cette inflation. Donc c'est ça pour moi le jeu des 10 prochaines années. C'est complètement différent des 20 dernières années où au contraire vous jouiez la baisse des taux et il fallait être sur le marché obligataire. Donc les choses s'inversent. Le monde est en train. J'insiste véritablement, cette guerre n'est pas une guerre locale qui va durer quelques semaines. C'est un changement très très profond. Pour nous investisseurs, ça change complètement de paradigme. Il faut peut-être réintégrer dans la discussion les États-Unis. Pierre, il faut que vous nous parliez de ces fameux ADR et de ce qui s'est passé la semaine dernière. Alors, les ADR, en fait, c'est un support, c'est un titre qui donne droit, qui réplique en fait la valeur d'un autre titre qui est coté dans une bourse nationale, on va dire. Donc, la plus classique, c'est les ADR qui sont cotés à la bourse de New York et qui sont en fait l'équivalent d'un titre qui, lui, est traité à la bourse de Shanghai. On a la même chose d'ailleurs en fait, en Europe, et ça fait des dizaines d'années que ça existe, ce mécanisme. Donc c'est en fait l'image du titre propre. Et
ces outils et d'autres ont été utilisés depuis pratiquement 20 ans en fait, comme support, comme vecteur d'investissement pour la plupart en fait, des investisseurs non chinois qui n'avaient soit pas le droit d'investir directement en Chine, soit pour lesquels c'était compliqué et il y avait des quotas, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais bon, il y avait un intérêt en fait, pratique à utiliser ces supports. Et comme ça a été mentionné, la deuxième grande attaque en fait, contre, ou alors contre, je ne sais pas si c'est contre, mais en tout cas la deuxième réorganisation a touché ces flux financiers et on a eu effectivement la suppression d'un certain nombre d'entre eux. Alors, il y a un petit retour là, qui est en train d'avoir lieu, en particulier depuis hier avant-hier, où de nouveau les ADR sont considérés comme les bienvenus. Moi, je pense qu'il ne faut pas non plus se tromper d'axe. C'est-à-dire que le message qu'ont fait passer les Chinois, c'est que si vous voulez participer à la croissance chinoise, si vous voulez investir en Chine, il faut investir à la bourse de Shanghai, à la bourse de Hong Kong si vous voulez, mais investir directement dans le pays. Les mécanismes qui sont de fait des intermédiations ou qui sont des investissements indirects les intéressent moins. Ils ne sont pas faits dans la même devise et de fait, ils obéissent à une régulation qui n'est pas la régulation chinoise. Donc, on peut imaginer qu'à terme, on ait en fait une réduction assez forte de ces supports et un marché financier chinois en fait, qui soit peut-être plus ouvert et qui soit en fait l'essentiel du mécanisme d'investissement. C'est la tendance, David ? Ben, c'est une illustration du decoupling, ce découplage dont je vous parlais. La Chine ne veut plus d'argent américain, de capitaux américains. Et donc l'idée, et les Chinois sont très très rusés et très souvent beaucoup plus rusés que les Américains, ce qu'ils font, c'est qu'ils détruisent ces cours de bourse de manière à ce qu'ils s'écroulent aux États-Unis et qu'ils les relistent à Hong Kong, et qu'une fois relistés à Hong Kong, ces cours progressent à la hausse de manière rapide. Donc les Américains prennent la baisse et les Chinois prennent la hausse. Donc Hong Kong, où je réside... L'indice des ADR chinois a baissé de 70% depuis son plus haut Exactement. Et donc, toutes ces sociétés vont venir se lister à Hong Kong et le cours va remonter de 70%. Donc, arrêtez de penser Hong Kong comme une place financière internationale. Hong Kong, à l'avenir, va travailler pour les Chinois et avec un capital étranger qui va cesser de baisser. Et c'est pas stupide. Prenez Tencent, une grande réussite chinoise qui est montée jusqu'à 700 milliards de dollars de capitalisation boursière. Les investisseurs, à qui ça a bénéficié? Des investisseurs hongkongais et américains. Et les investisseurs chinois, parce que Tencent n'était pas coté en Chine, les investisseurs chinois n'ont pas pu participer à cette création de valeur. Et c'est ça la prospérité commune. La prospérité commune, c'est d'être sûr que la création de valeur en Chine reste en Chine et ne finit pas soit entre les mains de tycoons hongkongais ou d'investisseurs américains. Mais c'est aussi une reprise en main politique. Absolument. Et c'est pour ça que j'insiste à nouveau, je suis désolé de me répéter, mais la prospérité commune n'a rien à voir avec les inégalités qui ont décru depuis l'arrivée de Xi Jinping en 2012 en Chine. Elle est une question de contrôle politique à la fois du secteur privé et de la jeunesse. Et c'est pour ça que pour nous, qui arrivons avec du capital étranger et du capital privé, il faut faire très attention avant d'investir en Chine parce que nous ne sommes plus les bienvenus, tout simplement parce que la Chine a une balance des paiements excédentaire. Quand la Chine a un surplus commercial de 700 milliards de dollars comme l'an dernier, elle n'a plus besoin de capital étranger. Donc il faut qu'on cesse de penser que la Chine cherche à attirer des capitaux étrangers parce que son très fort surplus commercial lui donne déjà l'appréciation de sa devise. Et elle n'a aucune envie que sa devise s'apprécie trop rapidement par rapport au dollar parce que c'est ce qu'a tué le Japon en 1990. Vous partagez ce message de prudence, Pierre ? Oui, après, bon, je serais plutôt dans la nuance. Je pense qu'on ne peut pas dire qu'ils n'ont plus besoin et qu'on doit tout faire chez nous. Enfin, je pense que ça ne correspond pas à la réalité de cette planète, et deux, ce n'est pas forcément dans l'intérêt. Ça peut être l'axe, mais ce n'est pas forcément l'intérêt du moment. En revanche, oui, il y a un excédent qui est extraordinaire, qui est un déséquilibre. Un tel excédent de la balance externe est un déséquilibre qui est défavorable, en fait, à terme, à celui qui le génère. Donc on a toujours évidemment la posture de l'autre côté. On se dit on a un déficit, c'est une catastrophe, ça c'est la position américaine. Dans les deux cas, c'est pas bon. Donc ce qu'il faut, c'est rééquilibrer. Alors il y a plusieurs façons de rééquilibrer. La première, c'est les tarifs, ce qu'ont fait les Américains sur les biens.
La deuxième, c'est ce qui a été évoqué par M. Bavret, c'est en fait, on essaie de limiter au maximum en fait, la surchauffe, ou voire même éviter qu'il y ait des investissements externes, parce qu'on n'a entre guillemets pas tant besoin que ça, on a besoin du flux, mais pas d'un excès de flux. Et puis la troisième partie, c'est de faire ce qu'on doit faire, c'est-à-dire rééquilibrer, c'est-à-dire que plutôt que de produire tout à un même endroit, on produit un peu plus partout. Alors le China Plus One, c'est une solution. Moi, je pense qu'on va plutôt aller vers le China Plus Two and Three, puisque, en fait, pourquoi est-ce qu'on s'arrêterait juste à une alternative de production si on peut se rendre compte que demain, on a finalement l'Amérique latine qui peut être un support, mais aussi l'Afrique, mais aussi en fait, d'autres zones. Donc, en fait, la logique, elle change. Et là-dessus, je suis complètement d'accord. Et c'est donc aussi le rôle, et de l'Europe en particulier, en fait, de rééquilibrer aussi son modèle. Après, oui, évidemment, c'est un mécanisme qui peut être plus ou moins violent. Est-ce que les capitaux étrangers ne sont absolument pas les bienvenus en Chine? Alors, c'est peut-être le message qui a été fait passer, qu'ils ont fait passer ces derniers mois. C'est l'inverse qu'ils viennent de dire. Donc, ils viennent de dire littéralement l'inverse, en fait, il y a 2 jours. Alors, on peut être très cynique, considérer qu'en fait, c'est une posture politique, que c'est un mécanisme finalement pour se faire attraper une deuxième fois. Moi, ce que je constate quand même, c'est qu'on ne peut pas négliger les grandes forces et les grandes masses. C'est-à-dire que c'est 1,5 milliard de personnes, une économie qui, quoi qu'il arrive, aura une croissance qui sera tendanciellement supérieure, en tout cas à celle qu'on a eue. Pour les investisseurs, ce qui est le cas aujourd'hui, être stratégiquement sous-pondéré Chine, ça reste quand même une erreur d'allocation. Donc, je ne pense pas qu'on puisse dire aujourd'hui, voilà, il faut arrêter d'investir et repositionner vos portefeuilles sur le reste du monde. En fait, ce n'est pas le message, la perspective économique. Alors, dans ce contexte, on ne parle plus du tout du différend commercial avec les États-Unis, entre la Chine et les États-Unis. Il en est où? Est-ce qu'il y a un risque d'escalade ou au contraire, est-ce qu'on est dans une sorte de statu quo qui arrange les deux empires? Alors, je pense qu'on est effectivement dans un statu quo. C'est assez intéressant. On se rend compte à quel point l'oubli est important, puisque c'était le grand sujet en fait, des marchés financiers. Bon, depuis, il s'est passé évidemment pas mal de choses, mais la situation finalement reste en stand-by. Et quand on regarde les options, on se rend compte que finalement les démocrates ont décidé, qu'ils sont quand même unanimement agressifs contre la Chine, je pense que c'est assez clair dans le discours en tout cas, ont décidé de maintenir la situation. Donc finalement, Donald Trump a fait quelque chose que peut-être les démocrates auraient fait, peut-être pas exactement comme ça, mais finalement c'était quand même probablement la chose à faire. Et donc les démocrates se gardent bien de le remettre en cause. Et quand on regarde finalement, pratiquement, il y a pas mal d'études qui ont été faites assez intéressantes sur la valeur, en fait, la valeur ajoutée et en fait les rééquilibrages qui s'est fait sur la valeur, vous vous rendez compte que les tarifs ont quasi compensé en fait l'écart de coût de production marginal entre la Chine et une bonne partie de l'industrie américaine. Donc de ce point de vue-là, ça fonctionne. Néanmoins, le déficit commercial reste important pour d'autres raisons. Mais voilà, c'est peut-être aussi pour ça qu'on n'en parle pas, c'est que finalement, chacun s'est à peu près ajusté et on a trouvé un modus operandi qui a l'air de satisfaire, entre guillemets, les deux parties. David, vous pensez que cette accalmie va durer, pour finir? Alors Rémi, avant de répondre à votre question, je ne voudrais quand même pas donner l'impression d'être systématiquement négatif sur la Chine. Pour les investisseurs qui nous écoutent, je pense que la bourse chinoise aujourd'hui est extrêmement, notamment celle de Hong Kong, est extrêmement attractive. La première banque américaine qui lundi dit que la Chine est uninvestable, donc non investissable. Quand vous avez, je suis désolé de ne pas citer l'opinion, mais quand vous avez le Financial Times qui le mardi écrit dans la Lex column qu'il faut surtout pas faire de bottom fishing et que de toute façon il n'y a pas de limite à la baisse. Moi j'ai acheté des actions hier, le marché chinois est en hausse de 10%, il est en hausse de 7-8% aujourd'hui. Cette baisse est complètement excessive. Donc, je ne veux pas sembler négatif. Il y a des opportunités de marché. Aujourd'hui, je pense que le risque pays est, au moins pour certaines actions, tout à fait excessif. Et donc, si par hasard vous voulez vous intéresser à la Chine, il n'y a pas un meilleur moment que cette semaine. Donc, voilà ce que je voulais dire pour être sûr de ne pas donner un message négatif à un moment où, au contraire, je pense qu'il faut s'intéresser à ce qui se passe en Chine sur la bourse, particulièrement hongkongaise. C'est corrigé, David. Donc, merci beaucoup. Donc, David Bavret, vous êtes installé à Hong Kong, investisseur à Hong Kong. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Chine-Europe, le grand tournant. Merci beaucoup, David. Et merci, Pierre Blanchet. Vous êtes Head of Investment Intelligence chez Amundi. Merci beaucoup à tous les deux. Voilà, c'est ainsi que notre webinaire s'achève. Et je vais laisser la parole à Nicolas
Makel, qui est le PDG de Luxembourg for Finance, pour le mot de la fin. Merci à vous deux. Mesdames, Messieurs, ce débat fascinant sur la Chine nous amène maintenant au terme de 2 journées très enrichissantes sur des thèmes qui sont centraux à la compréhension du monde que nous allons vivre en 2022, mais comme vous l'avez entendu, bien évidemment aussi au-delà. Je n'ai certainement pas la prétention de vouloir résumer ces débats. Laissez-moi seulement remercier très sincèrement et chaleureusement les différents intervenants qui ont bien voulu partager avec vous leur expertise. Ils vous ont, j'espère, donné certaines clés qui vous permettront de mieux comprendre ce qui se passe dans un monde de plus en plus complexe, un monde, comme nous avons discuté, en plein bouleversement. Je tiens aussi à remercier les différents modérateurs des sessions pour le travail qu'ils ont fait en amont, pour vraiment sortir toute la substantifique moelle des différents sujets. Et je finis en remerciant nos partenaires de l'opinion, Nicolas Bétou, Rémi Godot et toute l'équipe pour le partenariat que nous avons pour cette 3e édition de nouveau pu dérouler ici. Et je vous souhaite une bonne journée, restez en bonne forme et à bientôt.